Ah oui, c'est bien là. Ça va être fait, ça va être fait. Ouais, je peux pas, là. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Je reviens. Ah oui, 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 oui. Bon, on va mettre, c'est bon, c'est bon. Non, moi, Dis-moi. Bonsoir Comment tu le veux? live, bonsoir Srilumpa, bonsoir qui sont les personnes qui Bonsoir. sont en train de Bonsoir. lurker sur le Bonsoir. chat. Donc aujourd'hui pour la sortie effectivement de Dead Reckoning ou Final Reckoning ou je sais pas quoi. Salut Sepnatch. Final, je crois. Final, je Final crois, Reckoning. ouais, Final Final. Reckoning. C'était censé être Dead Reckoning partout et c'est C'est la Final fin. Reckoning. À la fin, c'est la fin. Alors du coup faut que je vérifie ma petite fiche. The Final Reckoning, effectivement, j'avais bien noté The Final Reckoning. Tu peux nous faire confiance aussi. Hein. Oui, mais je double Possible, mais je possible. fais une vérification sur moi-même si j'ai pas fait une connerie, Ah. justement. Tiens, c'est- Trust me. Ah, le double Voilà. sourcing. Le double sourcing, you know. Ah, c'est un truc de podcasteur, tu peux pas comprendre. Le Ah, double sourcing quand il y a une source, c'est toi-même. Exactement. D'abord, il vérifie soi-même et ensuite potentiellement une autre source. pratique. Allez, Ouais. c'est parti, on va lancer l'émission directement. Bienvenue à tous dans Pic Cinéma, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. C'est l'histoire d'une équipe d'agents secrets qui se font tuer lors d'une opération à Kiev et les deux seuls supposés survivants de ce traquenard, l'agent Ethan Hunt incarné par Tom Cruise et l'agente Claire Phelps sous les traits de Emmanuel Béard vont devoir remonter un squad afin de s'en sortir. Ce film, c'est Mission Impossible réalisé par l'un des plus grands cinéastes américains, Brian De Palma. À l'occasion de la sortie du dernier Mission Impossible, The Final Reckoning, un retour sur le tout premier film de la franchise sorti en 96. Mais où va-t-il arriver dans la picklist ? Réponse chez vous, peut-être au-dessus de la route, je pense. Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Levedec et aujourd'hui, pour juger avec moi, Mission Impossible de Brian De Palma, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Hcast. Bonsoir Marvin. Bonsoir, au-dessus de la route, par rapport à The Electric Stage, je sais pas encore. Ouais, on est à déterminer encore une fois. ouais. Ouais, voilà, on va en parler. Emmanuel Penon du podcast Le Coin Pop, salut Manu. Oui, bonjour tout le monde. Et Mathieu Techniquement, la Bontemps. route est au-dessus de The Electric State dans le classement. Ouais, je sais, mais pas Ouais. dans mon classement à moi. Tu sais. Il a un classement personnel, enfin, Un c'est un cœur de bordel, il y a pierre. toute une méta, c'est compliqué. Et Mathieu Bontemps du podcast Peggy 18, salut Mathieu. Salut tout le monde. Ça fait plaisir toujours dans Pic Cinéma de parler de grands auteurs parce que finalement on a fait Scorsese, on a fait Lynch, on a fait Clouseau la semaine dernière. Bon bah voilà, là on continue notre grand périple on n'avait jamais parlé de ces réalisateurs en 5 ans. Voilà, Brian De Palma. Non, c'est C'est vrai. étonnant. Alors que dans Alors celui que- de ce soir, ouais. il y avait matière en Ouais, vrai. De hein. Palma, il y avait de quoi Fin faire de quand même. carrière compliquée, on va dire, effectivement. De Palma, on l'aime, mais putain, qu'est-ce qui nous a fait chier sur la fin. Donc, 84 ans le bordel. Il est donc réalisateur d'une trentaine de films, respect est mort. producteur et scénariste Le respect américain, est mort. et aussi un homme qui aime bien foutre des coups de main justement à ses potes. Justement, Marvin, tu m'avais dit, j'avais complètement oublié cette anecdote, mais c'est lui qui avait réécrit le carton d'intro du premier Star Wars. Oui, cette anecdote, je la tenais de Willem de Hyperdrive, etc. Qui connaît par cœur l'autobiographie de George Lucas et tout ce qui existe. Donc voilà, il m'avait bien confirmé que Qui est De un- Palma Voilà. avait à la fin de la la fameuse projo test de George Lucas où il montre Star Wars à tous ses copains du Nouvel Hollywood, avant de la montrer à la Fox, je crois. Ouais, c'est ça. Tout le
monde lui dit ça va nul. pas, ça va pas non plus, ça c'est nul. Et De Palma il finit par lui dire par contre je vais réécrire le texte d'intro parce que c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Donc voilà. Cette merde. Est-ce qu'il a écrit les autres? Je ne sais pas. En tout cas, il a pas écrit celui de l'épisode 1, c'est sûr, parce que c'est vraiment de la merde. Ah oui, c'était quoi? C'était la fédération le blocage commercial à Naboo. Naboo. C'est la merde. Voilà. C'est incroyable ça, putain, c'est fou. Pourtant, c'était visionnaire quelque part. Ah oui, il y avait déjà, il est très très fort le Lucas. Donc effectivement, tu l'as dit un petit peu, Arvin, c'est vrai qu'il fait partie de la nouvelle vague américaine du fin des années 60-70 avec Coppola, Lucas, Spielberg et Scorsese, donc ils sont tous potes. Mais en fait, contrairement aux autres, finalement, lui, il n'aura jamais la reconnaissance institutionnelle, ni des critiques, et ni de l'industrie en fait américaine concrètement, puisqu'en fait ces films sont quasiment considérés toujours comme des films déviants, immoraux, notamment sur le niveau du sexe, de l'ultra-violence et de la perversion. Et sauf en Europe, bizarrement, comme notre David Lynch, d'une certaine manière, où David Lynch aussi il se prenait des branlées par les critiques américaines, mais en Europe c'était le roi quoi. Et d'ailleurs, alors ça c'est un truc que j'avais vu quand je m'étais fait mes recherches, mais ces films ont souvent été nommés aux Razzie Awards, et notamment Scarface, Blowout. Scarface, ouais. Ouais, Scarface. Non, mais c'est... pas pour des je savais raisons pas. vraiment artistiques, Scarface. non, mais c'est un truc de ouf, hein, quand même. Le mec se prenait des branlées par tout le monde alors qu'il sortait des chefs-d'œuvre à la pelletée, quoi. Il vient, lui... alors, son père était chirurgien, il vient d'une famille de scientifiques, hein, parce que tous ses frangins sont sortis de la MIT, qui est donc on va dire l'institut vraiment tech du Massachusetts. Ouais, c'est bon, ça passe, je l'ai. Il l'avait tenté lui aussi, mais en fait, il s'est plutôt intéressé au théâtre et au cinéma, grâce notamment. Alors, on peut dire merci, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai mis un tacle à la nouvelle vague française, mais on peut dire merci à Godard, quelque part, de nous avoir créé Brian De Palma, finalement, puisque Brian De Palma, ses deux grosses influences majeures sont effectivement Alfred Hitchcock et Jean-Luc Godard. Donc, on peut remercier Godard pour ça, à la limite, on peut donner un point. Donnons un point à Jean-Luc, mais pour le reste, on ne pardonne pas. Donc, en fait, il raconte souvent pourquoi en fait ces thèmes qu'on retrouve souvent sur la paranoïa, sur le côté un petit peu aussi toujours l'observation par l'extérieur, des trucs comme ça, le côté espion, enfin le côté d'être épié quoi en fait. Il a toujours ce truc-là puisqu'en fait il raconte toujours cette anecdote où à ses 18 ans, sa mère en fait avait tenté de se suicider. Et en fait, c'était à cause parce qu'elle était pour chagrin d'amour, puisque son père en fait cocufiait sa mère, arrêtait pas de cocufier sa mère. Et donc du coup, il s'est mis en objectif de trouver des preuves pour qu'elle divorce en fait tranquillement. Et en fait, il a suivi son père avec, comme si c'était un film de De Palma quelque part, en faisant des écoutes téléphoniques, en essayant de le photographier tout le temps où il allait, et des trucs comme ça. Et à un moment donné, effectivement, il a chopé plusieurs fois son père commettre l'adultère en fait. Et du coup, il a réussi à faire que sa mère se soit barrée. Et c'est un truc qu'il a toujours dit, que c'est un truc qui l'avait marqué lui dans sa jeunesse, et qu'en fait, c'est pour lui en fait le cocon familial quelque part est une structure où s'exerce manipulation et faux semblant en fait, et aussi destruction. Et quelque part en fait c'est un truc qui restera dans sa filmo tout le long quoi. Et en fait, alors ses premiers films, c'est assez bizarre parce qu'en fait il a une carrière, en fait il a 3 parties de carrière, enfin une 4e si on compte les merdes, d'après les années 2000, on va dire que la 4e partie c'est Mission to Mars. Après, voilà, c'est la merde. Ouais, mais Mission to Mars, c'est ce qu'il y a de mieux dans cette dernière partie, tu vois. Voilà. Désolé pour les gens qui, depuis quelques temps, je vois Black Dahlia Spaceman. Arrêtez, enfin, non, c'est nul. C'est naze. Non, franchement, c'est naze. Et en fait, ces premiers films sont extrêmement empruntés de la nouvelle vague française, hein, type Jules et Jim et À bout de souffle, avec énormément en fait de comédies burlesques un peu. Il y avait Meurtre à la mode, Greetings, The Wedding Party, et notamment, ce sont aussi les premiers films c'est partie de début de carrière de Robert De Niro, qui est aussi un ami de Brian De Palma et qui sera ensuite envoyé chez Scorsese avec Taxi Driver. Et il va faire sa première expérience après 5 films, je crois, sa première expérience de studio où il va bosser avec la Warner pour faire le film Get to Know Your Rabbit en 72, qui est la première grosse branlée de Palma, puisqu'en fait c'est un film où le second rôle est tenu par Orson Welles. Voilà. Donc tu tapes Orson Welles, un des plus grands cinéastes américains classiques, quoi, qui faisait acteur à la fin de carrière, parce que je crois qu'il en avait plus rien à branler de toute manière.
Il y a certains films qui fonctionnent avec Orson Welles, faut pas déconner en tant qu'acteur, mais c'est chaud de travailler avec lui. Il a lui. toujours été acteur en même temps. Enfin... Oui, voilà, non, mais quelque part, oui, parce que il s'est toujours mis en scène aussi, d'une certaine manière. Mais là, en fait, le problème, c'est que lui, ça passait pas, quoi. Déjà, Brian De Palma est un peu une tête de con, ce qu'on pourrait dire, parce que c'est quelqu'un qui fait jamais de concessions. Et Orson Welles, c'est pareil, en fait. Et pour le coup, en fait, ça n'a jamais passé, puisqu'il en avait plein le cul, que Orson Welles n'apprenait jamais son texte, qu'il arrêtait pas d'improviser, qu'il faisait souvent de la merde, et qu'à chaque fois, il devait faire encore des takes tout le temps. C'est un film qui a pris du temps à être tourné, il s'est fait virer, pour le coup, de la prod, puisqu'il y a eu des reshoots, et puis il n'a pas eu le montage final. Donc, très très mauvaise expérience avec la Warner. Je crois pas qu'il va rebosser après avec la Warner, parce qu'il a fait Universal, il a fait Columbia, la Paramount, mais il a pas fait, je crois qu'il a plus touché chez Warner. Et en fait, cette expérience-là, en fait, va le transformer non plus en De Palma, mais en Brian De Palma, parce qu'en fait, il va directement écrire plus des films inspirés par Hitchcock et Dario Argento dans ses débuts de carrière, un petit peu. Donc, on aura Obsession, on aura Sisters et Phantom of the Paradise aussi, d'ailleurs, qui est en fait concrètement un scénario qu'il a écrit en étant inspiré en fait de son expérience avec la Warner, justement. Et ensuite, il a tout un pan de carrière en fait qui va le mettre sur le grand public, notamment grâce à Scarface. Et puis il va pouvoir enchaîner encore d'autres films, aussi Les Incorruptibles. Je pense Les Incorruptibles, c'est peut-être le film le plus classique, enfin pas le classique, mais cinéma classique. Voilà, ouais, consensuel, ouais, clairement. Et tout le monde connaît l'affiche, je pense, sans savoir que c'est lui, je pense. Tu vois, oui, c'est ça, oui. Film où tout le monde le connaît sans savoir qui l'a fait. Quoi. Puisqu'on retrouve Kevin Costner, Sean Connery, et puis bien sûr Robert De Niro dans le rôle d'Al Capone. C'est marrant parce que c'est un film vachement consensuel, mais qui est quand même un truc un peu cinéphile, parce qu'il y a plein de références. Ah oui. Oui, parce que ça fait partie de son gimmick, en fait. C'est ce qui va inspirer aussi Tarantino, parce que Tarantino n'arrête pas de citer De Palma, lui, dans ses références. Ah, puis si tous les films consensuels pouvaient ressembler à ça, franchement, ça serait pas mal. Ouais, serait pas mal. À la limite, j'aime pas Les Incorruptibles, mais je suis d'accord de dire que quand même... Ouais. Formellement, c'est fou, quoi. Enfin, c'est un énorme truc. Et puis là, tout le monde se souvient de la scène de l'escalier avec le berceau qui est la reprise de. Oui, c'est clair, ça a été repris partout. C'est Potemkin, vous connaissez, oui. Vous connaissez le cinéma russe des années 20, le cinéma communiste. Et voilà, donc en fait, c'est sa trademark, de toute façon, de reprendre, de toute façon, ou de tordre un petit peu des références cinématographiques. Mais c'est aussi quelqu'un qui arrive à créer des plans où t'en souviens. On va parler de Mission Impossible, mais la scène du braquage où il est effectivement, Tom Cruise est attaché au plafond, tout le monde s'en souvient, ça a été parodié plein de fois, mais Scarface c'est pareil, c'est Hello to My Little Friend. Même la scène de la gare, de l'impasse. De l'impasse, The World is Yours dans Scarface aussi, enfin il y a plein de trucs en fait qui revient à chaque fois dans la pop culture, quoi, et tout le monde l'a cité, recité et parodié, quoi. Non, c'est quelqu'un quand même qui a vraiment un truc d'image, quoi, un truc d'image choc, et qui fonctionne dans la conscience collective, quoi. Il est très très fort là-dessus. Et puis, c'est aussi ses façons de mise en scène, enfin, on va dire, c'est la façon dont il filme ses plans. Énormément de plans de séquence, des plans débulés, et surtout son signature move qui me fait toujours rire, c'est le split Joker shoot. Ouais, c'est les doubles plans. C'est le truc de ramener l'arrière-plan et le premier plan ensemble, en fait. Et... ça se fait avec comment on appelle ça, une double focale. Oui, une double focale. Et ça, c'est incroyable parce que c'est un truc qui, lui, avec le split screen, c'est un truc qu'il a popularisé. Et à chaque fois, quelque part, qu'on retrouve ça dans un film, on sait que quelque part aussi, c'est un clin d'œil en fait au cinéma de Brian De Palma. Et des fois, tu peux le trouver dans des. J'avais vu la double focale qui m'a fait rire. C'était quand ? C'était dans le film du Palma Show là, où ils sont deux cons là, qui veulent faire de la télé. Ah, les vedettes. Les vedettes. Ouais. Et tu trouves ce plan-là en fait une sorte de double focale où justement c'est un peu un moment un peu la De Palma. C'est mec, mais je crois qu'en fait j'ai mastermind le plan, tu vois. Il y a un truc comme ça et je trouve ça incroyable toujours ce truc-là. Puis c'est toujours le parano, les complots, notamment parce qu'en fait c'est une génération de cinéastes aussi qui ont eu la guerre du Vietnam, aussi l'assassinat de JFK, le Watergate en fait. Donc ils sont toujours aussi quelque part toujours à remettre en question l'autorité et ce qu'on nous dit en fait concrètement. Donc tout ce qui va être les faux semblants. Et puis lui son spécialité en voyeurisme, sexe et ultra-violence bien entendu. Alors j'ai pas cité tous les films puisqu'il y en a 30 quand même, plus d'une trentaine. On n'a pas fini. Donc je vais vous poser la question, votre relation au cinéma de Brian De Palma, et je vais commencer avec Manu. Bah moi elle est ambivalente parce que alors j'ai pas tout vu, loin de là, j'ai vu quelques classiques j'ai vu Carrie, ça doit être un des premiers que j'ai vu je pense, et Les Incorruptibles.
qui est peut-être mon préféré de Palma, hein, comme beaucoup de gens. Enfin, non, il y a beaucoup de gens, ça sera Scarface. Scarface, je l'ai découvert un peu plus tard. Et j'aime pas ce film. Je me fais fondamentalement chier devant et j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas l'histoire, quoi. J'aime pas le scénario. Donc, à partir de là, la mise en scène, ok, mais. Ouais, Mais tu vois, c'est pas. sors du film, quoi. C'est ce qu'on disait, c'est les Incorruptibles, tu vois. Je reconnais la qualité de mise en scène, mais j'arrive pas. Tu vois, c'est... Ouais. Ah, je trouve que justement, scénaristiquement, les Incorruptibles est plus accessible, ouais, justement plus accessible au grand monde, quoi. Mission Impossible, je l'ai vu au ciné, c'était une claque à l'époque. Alors j'avais 10 ans, hein. Faut rappeler que. Ouais, mais bon, c'est quand même. Tu te dis, tu prends ça dans ta gueule à 10 ans, c'est quand même fou. Hein. Mais du coup, ouais, je l'ai vu au ciné et vraiment, c'était une belle branlée parce qu'en plus, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je matais la série et il twist par rapport à la série, ce qui est assez important dans le film, je trouve. Mais ouais, je trouve que techniquement, il est assez impeccable et il y a des plans vraiment, ça fait que le premier Mission Impossible, c'est vraiment un film de Palma, quoi. Hein. La double focale suite au casse de à l'anglais. T'as Keith Ridge avec le mec en fond qui s'est foiré. Là, le plan, tu le vois, c'est De Palma, quoi. Il y a personne d'autre qui a fait ça. Mais sa deuxième partie de carrière, enfin ou troisième partie de carrière, quand ça part début des années 2000, alors Mission to Mars, il m'est sorti par les yeux, enfin des yeux, et Femme Fatale et le Dahlia Noir derrière, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il cherchait à faire. Voilà. Parce que c'est même plus exceptionnel d'un point de vue stylistique. Alors le Dahlia Noir, si c'est quand même beau, mais vraiment scénaristiquement, je sais pas ce qu'il cherche à raconter les films. Donc je m'emmerde un peu dans sa deuxième partie de carrière. Non, merdé, dans la deuxième partie de carrière encore, tu n'as pas vu Domino. Et là, c'est vraiment. Non, j'ai arrêté. C'est peut-être le Dahlia Noir le dernier que j'ai vu de lui en fait. Ouais, ok. C'est quoi, 2006, presque 20 ans. 2006, ouais, effectivement. Ouais. Marvin, de ton côté c'est bizarre De Palma parce que je disais tout à l'heure, on parlait de Nouvelle Hollywood et tout ça. Et du coup, ça en fait un espèce de réel atypique parce que c'est marrant de constater avec le recul que quand t'as, on va dire, ces illustres collègues, genre Lucas, Spielberg notamment, qui ont essayé de profiter, tu sais, de la bascule de la fin du Nouvel Hollywood pour monter dans le train vers l'avenir, tu vois, genre. Qui va bientôt se finir, hein. On est en train de se dire que ça va peut-être se claquer, quoi. Donc, T'as Lucas qui s'est dit attends, je vais en profiter, c'est la fin du Nouvel Hollywood, ça marche déjà plus, donc on va revenir à un cinéma, on va dire, plus optimiste, donc tu sais, qui part faire American Graffiti. T'as Spielberg qui va quasiment inventer le blockbuster tel qu'on le connaît avec Jaws, tu vois. Et en fait, De Palma, c'est le mec qui a jamais pris le train. Et genre, il est resté, non mais vraiment, il est resté dans ce cinéma qu'il faisait déjà au moment du Nouvel Hollywood, et il a continuer d'essayer de faire jusqu'au bout, quoi. Avec plus ou moins de réussite. C'est-à-dire en continuant à utiliser ces thématiques-là, qui étaient un peu à contre-courant, en continuant à essayer de filmer les choses différemment. En fait, en essayant de s'affranchir d'une logique de studio tout en bossant avec eux, quoi. Thierry dit qu'il a pris le ferry. Exactement, il a pris le ferry et il est toujours sur l'eau quelque part. Voilà, il n'a pas atteint la destination. Il navigue. Mais ce qui en fait un espèce de cinéaste atypique qui est quasiment le seul sur son créneau. Finalement, tu vois. C'est-à-dire d'avoir atteint cette espèce de panthéon quand même, tout en n'ayant jamais franchi la ligne de l'institution, film, quoi. Du film institutionnel. Tu vois, je veux dire, même Coppola l'a fait d'une certaine manière, tu vois, même Bien sûr. Avec Jack ou je sais pas quoi, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, je vous dis pas forcément que c'est bien, mais même Coppola, tu vois, qui est probablement l'emblème absolu de Nouvelle Hollywood, a réussi à faire un peu à un moment donné, a réussi à franchir le cap, ce que De Palma n'a jamais fait. C'est-à-dire que même ses films les plus estimés comme Scarface ou quoi, faut voir ce qu'il prenait dans la tronche à la sortie. Ça a toujours été un problème. Lui déteste le système hollywoodien lui rend bien, je pense. Donc voilà, il y a toujours ce truc. Mais bon, heureusement, quelque part, c'est un génie. Qui digère parfaitement les influences qu'il ne renie jamais. Donc, je pense que si tu lui dis t'es une sorte de Hitchcock 2.0, je pense qu'il est très content de l'entendre, c'est ce qu'il essaye de faire, tu vois, il n'y a pas de problème. Voilà, Body Double, c'est littéralement fenêtre sur cour dans le porno, donc voilà, encore une fois. Voilà, tu t'as dit fenêtre sur cour, il est content. Tu vois, il a compris, il prenait le compositeur d'Hitchcock, il faisait tout. Donc c'était, voilà, il a absolument jamais rien fait pour parce que je voyais tout à l'heure, il y a des gens qui le considèrent comme une espèce de plagieur ou pas. Non, pas du tout, c'est vraiment quelqu'un qui est absolument conscient et très heureux de faire un cinéma hommage, finalement, d'être un peu une sorte de dinosaure, tu sais, du postmodernisme, de père du postmodernisme, un petit peu.
Et ça lui réussit plutôt bien. Parce que c'est quelqu'un qui a extrêmement bien digéré, je trouve, ses influences pour finalement en faire un truc complètement personnel. Moi, à titre perso, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Même si, comme on disait en off avant l'émission, le downfall est tellement violent en sa dernière partie de carrière que ça a un peu tendance à nous faire oublier, tu sais, la grandeur du type, quoi. Parce que c'est vrai que l'enchaînement Black Dahlia, Femme Fatale, Domino, que Stéphane Boulet m'a fait voir, voilà. Je balance, mais c'est sa faute. Bon, bah, c'est compliqué. Et alors qu'on a regardé sur les tops, on a 3-4 films de Palma. Honnêtement, enfin, je veux dire, surtout pour les gens de notre génération. J'ai pas cité Snake Eyes tout à l'heure, mais j'aime beaucoup Snake Eyes. Non, mais même à la télé, tu vois, t'as vu Snake Eyes, t'as vu Scarface, t'as vu Carlitos Way, enfin, déjà un minimum, tu vois, t'as vu Les Incorruptibles. Tu vois, même Carrie, il y a un côté un peu cultique. Carrie. Plein de trucs comme ça. Et toute sa carrière, il y a une place forte de. Phantoms of Paradise. Il y a plein de films qui sont des places marquantes de telle ou telle époque du cinéma. Mais en même temps, il est tellement à contre-courant qu'il fait pas les mêmes films que les autres et ça le rend passionnant. Et ça lui donne un côté vraiment atypique que j'aime beaucoup. Voilà, alors c'est pas un cinéaste que je citerais dans la première vague des gens que j'admire le plus, tu vois. Mais il faut reconnaître qu'il y a certains de ses films, je pense que Scarface, je sais plus, mais il est très haut dans mon top. Il est dans le top 10 chez toi, je crois. Ouais, peut-être, c'est possible, quoi. Donc, oui, cinéaste, en tout cas, extrêmement, extrêmement intéressant. Et puis, c'est super de parler de Mission Impossible pour le coup Enfin, je veux dire, de cette époque, tu sais, où des gens pouvaient venir sur des... Alors, c'était pas encore une franchise, mais l'ambition était là. Sur des, on va dire, sur des IP un peu plus grandes qu'eux dans l'idée, pour finalement se l'approprier totalement, quoi. Donc, voilà. Il y a eu un des rares qui a eu cette chance. Merci à lui. Mathieu, de ton côté. Il y a déjà des très belles choses qui ont été dites et c'est vrai que je rejoins un peu tout le monde sur le... C'est pas forcément le cinéaste, pareil, que je vais ressortir de manière naturelle comme ça, en parlant de un de tes réalisateurs préférés, etc., au niveau des listes et tout le bazar. Par contre, au moment où effectivement tu vas commencer à préparer une liste de films, tu as des évidences qui vont ressortir. Comme Carrie, c'est un film que j'aime énormément. Les Incorruptibles, c'est un film que j'aime énormément. J'aime beaucoup Scarface. J'ai vu que je le revois plusieurs fois pour véritablement l'apprécier. Et quand j'ai pris l'impasse dans la gueule, c'est pareil. Enfin, tu te prends quand même des gifles sur pas mal de ces films. Et c'est vrai que sa fin de carrière est compliquée, mais c'est typiquement le genre de mec où tu dis amuse-toi vers la fin ou prends tes sous vers la fin parce que tu as tellement déjà proposé de trucs assez incroyables que ça efface pas du tout les méga bangers qu'il a fait. Je veux dire, pareil, Phantom of the Paradise, typiquement, c'est le genre de film qui devrait me sortir par les oreilles. Alors, ça devrait pas me parler du tout, mais quand je l'ai découvert en DVD à l'époque, j'ai pris une gifle monumentale parce que la mise en scène, parce que la musique, parce que les visuels, etc. Enfin, c'est un réel qui gère le suspense en plus de manière assez incroyable. Moi, on va en parler sur Mission Impossible, mais sur pas mal de ces grands films, Blowout, et même Snake Eyes, c'est pas un film que je trouve vraiment excellent dans sa toute première partie, qui redevient peut-être un peu plus redondant et classique sur la fin. Mais par contre, quand il est au top du top, je veux dire, c'est juste incroyable. Je veux dire, c'est un mec qui peut te sortir des trucs complètement fous en termes de mise en scène et qui, comme le disait Marvin aussi, contrairement à ses collègues de cette nouvelle vague hollywoodienne, a une carrière qui est complètement atypique, qui est peut-être beaucoup moins spectaculaire vu comme ça, mais qui par contre te propose des pépites complètement incroyables. J'ai encore des choses à découvrir, mais je pense que dans les gros trucs que j'ai vus, ça fait partie de ces réals qui ont redessiné une bonne partie du cinéma dans les années 70-80, quoi. Ça c'est une certitude. C'est marrant parce que dans le chat on nous dit que Friedkin et Mann n'ont pas pris le train non plus. Alors je pense que Michael Mann, je suis pas d'accord quand même. Je pense que Michael Mann, il fait quand même un cinéma très actuel. Et si vous vous en rappelez pas, Friedkin, il a essayé. Il a essayé. On n'a pas dit que ça voulait dire réussir. Hein. Mais il a essayé. Donc, c'est vrai que je vois ce qu'il veut dire, mais c'est vrai que De Palma, je pense que c'est peut-être Mission Impossible qui serait vraiment son film le plus. Encore moi, le truc. Et encore, si tu compares à des blockbusters entre guillemets, mais on est sur une volonté avec Tom Cruise en tête d'affiche, tu vois, c'est comme une volonté de faire un film. Un gros film, un gros thriller, voilà. Et c'est un des films où il est le plus fier et c'est le film qui a le plus fonctionné. Hein. D'ailleurs, au box-office. Hein, parce que globalement, la plupart du temps, il se plantait au box-office, ces films. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il était venu à la Cinémathèque française en 2018. Et il avait choisi de passer. Alors, c'est un film qu'on ne cite pas souvent, mais qui est un film assez impressionnant, c'est Outrage.
Ouais, oui. Ouais. Casualty of incroyable. War, qui est avec donc Sean Penn et Michael J. Fox. Un des meilleurs rôles d'ailleurs de Michael J. Fox, ouais, puisque c'est un rôle dramatique, donc c'est un truc qu'il fait pas souvent. Et donc c'est un film qui raconte en fait c'est dans la guerre du Vietnam, hein, clairement, donc c'est une vraie critique. Il fera d'ailleurs un autre film dans ce sens-là, contre la guerre en Irak, c'est Redacted. Qui est excellent aussi. Enfin, en plus, c'est un film qui est sorti en 2005, donc quelque part, c'est un truc qui est assez récent. qui a un peu défoncé sa Shtumun, j'ai envie de dire, avant qu'il reparte dedans. Mais Casualty of War, donc Outrage, il l'avait présenté à la Cinémathèque. Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'un squad de soldats en fait qui capturent une jeune vietnamienne et qui vont la prisonnier et lui faire toutes sortes de tortures dégueulasses. Et c'est Michael J. Fox en fait qui va entre guillemets se rebeller face en fait à Sean Penn et ses copains quoi. Et Sean Penn dans le film et de ce que je pense est Sean Penn dans la vie clairement. Et Sean Penn, toujours le meilleur, toujours le meilleur Ouais, acteur clairement. quand il s'agit de jouer un gros con dans la jungle, hein, quand même. Ah, Je veux c'est dire, vrai. C'est vrai. c'est quand même un truc, méchant, qui Sean Penn. fait très bien. Très Ah souvent, oui, non, très non. bien. Quoi. Non, Mais moi, non, si très j'avais bien, un film très bon. hollywoodien à faire, je mets Sean Penn en antagoniste. Et je lui dis, vas-y, roule ta bille. Et je le mets dans la t'inquiète. jungle. Et je lui dis, fais ce que tu sais faire. Fais ce que tu sais faire. Pas Oui, de fais ton problème. White Savior, ouais, t'as raison, ouais, vas-y. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Regardez-moi ce connard. Sean de la jungle. ouais, non. non, mais... Ah, il est terrible. Mais ouais, Outrage est incroyable. Et De Palma s'était effondré lors de la masterclass, puisqu'il a chialé en fait en réécoutant la musique, puisqu'en fait il trouvait que c'était le film le plus dur qu'il a fait en fait pour lui. Enfin, le plus dur, vraiment, il trouvait, parce que c'est la guerre du Vietnam l'avait affecté. Hein, il avait tout fait déjà pour ne pas y aller. Il a réussi. Je crois qu'il s'était fait passer pour P4 hein, concrètement, mais en faisant des trucs de n'importe quoi. Et effectivement, bah en fait, c'est un truc lui qui l'a touché. Et le film en fait il était effondré ouais, mais c'est un des films vraiment le plus personnel quoi. Mission Impossible étant on va dire son film où il est le plus fier, mais vraiment Outrage c'est vraiment quelque chose où il en a chié aussi après la sortie, puisque c'est un film qui a été défoncé également par la critique en étant ouais c'est anti-américain nanana. Et alors que c'est un film je trouve incroyable sur la morale, même sur l'armée en soi, hein, encore une fois, vraiment Oui. le système de comment tu manipules les gens pour qu'ils deviennent tous complètement cons quoi. Donc non, c'est un film incroyable aussi. Mais ouais, il suffit de se plonger un peu des fois dans les films qui sont un peu mineurs entre guillemets, que tu pourrais dire mineurs parce que moins exposés. Et en fait, à chaque fois, tu te dis putain, mais c'est génial, on n'avait pas parlé. Bah, le bûcher des vanités ou même l'esprit de Kane. Quoi. Même l'esprit de Cain, tu vois. Non, C'est pas un truc que j'entends toujours citer. Et pourtant, pour moi, c'est un truc majeur dans un film où l'esprit de Cain, c'est fou quoi. Ah ouais, non, c'est complètement ouf. Alors, l'acteur principal de l'esprit de Cain, c'était qui déjà? C'était merde, comment il s'appelle? Licto C'est Light tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure. Michael Caine et il y a aussi John Lightlow. Ouais, c'est ça. C'est pas lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Mais ouais, c'est grâce à ce j'arrive film pas à- d'ailleurs qu'il a récupéré encore un Heureusement rôle que de Mathieu tueur dans Dexter. se lance à tenter de prononcer des trucs. quoi. Je sais. Mais c'est pas mal. T'es un peu Ouais, près. c'est pas T'es mal, au-dessus de mon Mathieu. niveau. Que t'as vu, on voulait pas, nous. Hein. Donc, John, très très bon aussi dans Shrek. Hein. Il est dans Shrek aussi également. En Très, plus, très bon. il est en plus, aussi ça dans- s'écrit comme ça se prononce globalement, c'est pas très compliqué. Lidgo. Ouais, mais j'oublie toujours comment ça LITGO2, s'écrit, je crois. donc ça aide Ouais, pas. il- Ça aide pas. Il me Regardez, semble que c'est LITGO2. comment se Attends, la tu me fais le pète doute, hein. Manu, c'est terrible. moi aussi, il m'a fait. Ah non, il y a un H. Ah, C'est le mec qui joue dans Bigfoot. Ah ouais. Ouais, je Oui, vois. oui, Anderson. mon dieu, mon dieu. C'est le Trinity Killer dans Dexter, sinon. Arrête. Je joue dans Bigfoot, Arrêtez, rappelez-vous. arrêtez, laissez cet homme tranquille. Il n'a rien demandé. Il n'a rien Bigfoot, le demandé. Trinity Killer de Dexter, c'est bon, c'est foutu. Eh, banger de ma jeunesse, Bigfoot. Troisième planète après le soleil aussi. Oh putain. On avait déjà fait des Missions Impossibles de toute manière dans Shitlist. On avait déjà essayé de parler un petit peu de ce qu'on Bien aimait comme film, honte. tout ça. Vite fait, un film Mission Impossible trop bien, Marvin. Rogue Nation pour moi. Salaud. Rogue Nation. Mathieu. Ouais, on peut avoir le même, hein, Mathieu. Bon, on peut peut-être le droit. Non, bah non, parce que du coup, vous l'avez mis dans Shitlist non, et t'as moi copié. j'adore. On l'a pas Moi mis dans j'adore Shitlist. Mission Impossible 2, donc. On l'a pas mis, Mission là, Impossible 2. Il a crois été pas dedans, qu'on- j'étais pas là, je crois. On avait On fait l'a les fait, pires Missions Impossibles. Je Il me crois semble. pas qu'on avait foutu Mais le 2 dans Ah la oui, C'était pas on n'a pas celui-là. fait à un moment le 2. Oh, j'ai un doute. Hein. J'ai un 3 doute, qu'on avait je foutu sais dans la pas, shitlist. si vous vous souvenez, C'est le 3 dites-nous qu'on avait lequel on a foutu dans fait, la je sais pas shitlist. si Pour on moi, a c'est fait le le 3. pour moi, le C'était pire, le c'est le 3 qu'on a 3. Enfin, après, le pire est Ouais, encore. bon, non, moi, c'est mais le non, pire, c'est c'est le ouf. 3. Je Le pire, c'est sauve le des 3, trucs. Ouais, il est sans bien. problème. hein. Le On 3 avait est c'est le 7. catastrophique. On avait foutu le 3 et Marvin. Ah t'étais là. oui, c'est vrai, maintenant le 7, oui. Et maintenant, oui, le 7 Pas c'est loin, le pire. Ouais, clairement. Pas loin. Manu. Meilleur film. Ghost Protocol, le 4ème. Ghost Protocol. Ouais, très Ghost bien Protocol. aussi. Il y a un truc qui est un peu ghosté, vous savez.
Bah, c'est notre Patreon. Ouais, allez-y, Oh donnez, oui, donnez à oui, notre oui, Patreon, oui, là putain. là exactement. là là Voilà, là. là, faites toujours avoir, c'est chou. Forfait à bien 3 joué. euros chez Bien Plus One sûr. qui permet d'avoir l'épisode en avance sans publicité, le forfait à 5 euros, le Shitlist Plus qui permet d'avoir l'épisode en avance plus les bonus qu'on vous donne exclusifs au soutien Patreon, et le forfait 10 euros, le Fame bien sûr, remerciement éternel plus les bonus qu'on a déjà cités. Et on va pouvoir lancer la bande-annonce. Mission Impossible, sortie en 96, adaptation de la série télé du même nom de Bruce Geller, est diffusée sur CBS de 68 à 73, produit avec un budget de 80 millions de dollars par la Paramount, Tom Cruise et Paula Wagner, et distribué par la Paramount, réalisé par Brian De Palma sur une histoire de Steven Zaillian, développé en script par David Koepp, le scénariste de Jurassic Park, mais aussi Carlitos Way, et Robert Tony, le scénariste On de La oublie Firme. plein, hein. Oui, non, mais David Koepp, en hein. fait, si tu veux que David Koepp, le problème, c'est N'allez que... pas croire que c'est Attends. une assurance risque. Non, non, Ah non, David Cup, non, Ah, non, non. c'est clair. non. En fait, le Il a problème fait de à David boire et à Koepp, manger, lui, hein. le David Koepp, c'est que Ouais. tu peux citer tous ses films, quasiment. Donc, on va éviter. Voilà. Ouais, non. Et c'est pas le Non, seul. mais c'est marrant. Tu sais, tu cites toujours Jurassic Park et Park. Carlitos Way. Mais bon. Hein. Oui, parce que c'est la même année. Et c'est sorti Oui, juste je le avant sais. Mission Impossible. Donc, Ouais, mais Et David par contre, Koepp. il a En même pas temps, fait Jurassic David Cup. Park, il y avait 3 pages. Attends. La meilleure vanne. Dinosaure. La meilleure vanne, elle passe Dinosaure et inaperçue. dinosaure. Les dinosaures et la chèvre. Et la chèvre. Et les chiottes. Et les chiottes. Faut que le mec se fasse bouffer dans les Vous chiottes. connaissez le putain. verre d'eau C'est pas fini ces conneries. Non, c'est pas Montage de Paul Hirsch, donc ami et proche de De Palma, qui a monté Phantom of the Paradise, Carrie, Blowout et qui a eu l'Oscar du meilleur montage sur Un Nouvel Espoir. On retrouve également le directeur artistique Fred Hall qui a travaillé sur Le Retour du Jedi et Aliens. John Knoll, John Knoll c'est pareil, hein, tu peux citer tout, mais il a tout fait. Tous les Il a films. fait passer Tu peux citer Scream, tous les enfin, films. tout ça, voilà. Ouais. Au poste de superviseur VFX pour le compte d'ILM et le légendaire Rob Bottin, pareil, Rob Bottin, tu peux tout dire. Voilà. Aux effets visuels pratiques, vous avez peut-être reconnu le masque, et c'est lui qui a fait le masque, tout ça. Ouais, bref, Ouais. un Ouais, spécialiste. Et musique Ça de reste, Danny ouais. Elfman qui reprend le thème emblématique de la série composée initialement par Lalo Schifrin. Et Marvin, de ton côté, Mission Impossible, qu'est-ce que ça donne de Brian De Palma? Bah, Mission Impossible, c'est super marrant en même temps de le revoir en 2025 alors qu'on s'approche de la conclusion de cette saga qui s'est transformée pour devenir n'importe quoi depuis le temps. Le soft power scientologue. Pour devenir à la fois n'importe quoi et tout en restant le marqueur incontestable de l'état dans lequel se trouve Tom Cruise au moment où le film sort. Tu vois, c'est toujours une capsule temporelle de qu'est-ce qui se passe dans la carrière de Tom Cruise. Bah, c'est pas compliqué. Le baromètre, c'est de prendre la Mission Impossible de cette période et tu vas savoir à peu près où il en est. Et donc là, on est plutôt dans une période, on va dire, plutôt faste, hein, c'est-à-dire on n'a pas encore, hein, il faut remettre les choses dans leur contexte, le Tom Cruise superstar, tu vois, c'est-à-dire qu'évidemment, il a déjà commencé à accrocher des têtes de réalisateurs un petit peu comme ça sur son mur. Sidney Lumet ou des trucs comme ça, Place, genre Sidney Lumet, machin, enfin... Un peu déjà beaucoup de monde, hein. Il en restera plus tard, mais il y en a déjà Bah, 2 ans beaucoup qui après, sont non, déjà là. attends, c'est 96, 4 ans après, ou 3 ans après, c'est Kubrick. Donc, bon, Ouais, c'est ça Eyes va, Wide Shut. tranquille. Puis après, il y en a d'autres, il y a Spielberg, il y a machin. Mm. Tu vois. Il y a le mec de Bah, Cocktail, enfin, ouais. Bien sûr. Cocktail, putain, mais Ah oui. Cocktail. Le meilleur Ah d'entre oui. tous. Le meilleur d'entre Bien tous. sûr, Le réalisateur, bien sûr. le réalisateur de La Momie, ensuite. Ah, ouais. Voilà, plein de gens comme ça qui va accrocher Ah ouais. partout. Mais à ce moment-là, bon, du coup, on se retrouve dans le, tu sais, le Tom Cruise ambitieux, le Tom Cruise qui est en pleine phase de montée et qui n'est pas encore Ah ouais, ouvertement avec scientologue, Paul Thomas Anderson tu vois. aussi, putain. Oui. Voilà, donc, qui en plus n'est pas ouvertement scientologue et n'est pas dans Oui, cette oui, propagande-là permanente, il est vraiment dans une optique un petit peu, en tout cas qu'on pouvait juger à ce moment-là comme 100% artistique, et donc qui donne donc ce film de commande, puisque De Palma le définit quand même comme ça, où l'infernale machine Tom Cruise ne broie pas les gens qui sont derrière ce film. Ah, parce que je pense quand même qu'à partir de Ghost Protocol, même s'il y a Ouais. encore des noms solides derrière la réalisation, enfin Ghost Protocol, je pense que c'est le film de Brad Bird où on voit le moins de Brad Bird, tu vois. Bah, bien sûr. C'est possible, quoi. Donc, mais par contre, sur les 3 premiers, pour le meilleur et pour le pire, pour le coup, on a des films qui appartiennent entièrement à leur réalisateur. Donc oui, ça donne ce film de commande, qui est en même temps, étrangement, le film sur lequel De Palma a eu le plus de liberté, selon ses propres dires. Ce qui est assez fou quand tu vois ce qu'il a réussi à sortir à côté, avant et même après. Tu vois, je veux dire, quand même, quoi. Et du coup, ça donne un film qui est totalement à part des autres films de la saga, comme le 2 le sera, et comme Ouais. presque le 3 le sera. Tu vois, je veux dire,
On a une espèce de cohérence qui s'établit à partir du 4 et encore. Mais en tout cas, les deux premiers ont vraiment leur identité propre. C'est les deux opposés. Faites le test. d'ailleurs, hein. Faites le test d'ailleurs chez vous. Faites Mission Impossible 1 et 2. Voilà. Voilà. Regardez Voilà. Brian De Mouillez-vous Palma la nuque, et mouillez-vous la John nuque Woo, quand même avant, mouillez-vous hein. la nuque, et remouillez-vous la nuque pour le 3 après. Moi, je vous avoue, j'ai fait 1, 3, 4. T'as loupé le climax. quoi, dans Lâche, l'histoire. lâche. T'as loupé Mais les du colos. coup, Attends. c'est hyper intéressant de voir ce genre d'exercice aujourd'hui, quand on sait ce que ces trucs-là, et pas que la franchise Mission Impossible, mais à peu près toutes les franchises, on va dire, du cinéma d'action moderne sont devenues, à quel point elles peuvent être impersonnelles. Ouais, parce qu'on a longtemps cru que cette franchise-là était épargnée. Réponse, bah non, en fait, du coup, hein, maintenant on le sait. Mais revoir Mission Impossible en 2025, c'est incroyable. En fait, je suis toujours étonné de voir à quel point le film est totalement cohérent dans la filmographie de Palma et dans son parcours. Puisque quand tu vois ce film, en fait, tu te rends compte à quel point le matériau de base, donc qui est la série télé, alors que je connais très très peu moi de mon côté, Non plus. mais en tout j'ai cas, jamais vu. l'ambiance générale autour de la série télé, autour de ces intrigues-là, correspond magnifiquement à ce que aime faire De Palma. Parce que lui, pour le coup, le premier Mission Impossible, à la différence de tous les autres, le 2 n'aura pas ce problème, c'est que c'est même pas un film d'action. Voilà, pour le coup, là, on était encore sur une franchise, bon, qui n'en était pas une, mais qui comptait probablement en devenir une. Mais on est véritablement sur du cinéma d'espionnage, qui va même explorer les conséquences de la guerre froide sur certains personnages. Enfin, en tout cas, sur les conséquences de l'absence de guerre froide. La fin de guerre froide, tu vois, je veux dire, il y a un On se fait côté, chier. bon, franchement, très désenchanté de l'espionnage. Tu sais, Ouais. l'âge d'or de l'espionnage, en fait, il est derrière nous, quoi. C'est fini, maintenant, on se fait chier. C'est le Donc, nouveau monde. voilà. Ouais. Il y a ce truc-là qui est encore, qui résonne à mon avis, tu vois, encore avec les thématiques du Nouvel Hollywood, qui est complètement à contre-courant de ce que doit être le film d'espionnage finalement, hein, tout en étant de toute façon un film qui a envie de démystifier complètement l'espionnage héroïque, quoi, tel qu'on a connu dans les années 60-70. Bah d'ailleurs, de toute façon, je vais pas spoiler parce que je pense que tout le monde l'a vu, en faisant du personnage principal de la série d'origine le pire enfoiré que la Terre ait jamais porté, quoi. En plus, sous les traits de John Voight. Pour le coup, c'est pareil, lui, je pense qu'il est comme ça dans la vie, quoi. Il n'y a pas de problème. Quoi. Ouais, C'est John ouais. Voight, il joue pas, quoi. C'est littéralement comme ça. À mon avis, c'est un gros mytho, pareil, tu vois. Genre, Ouais. genre à faire D'ailleurs, semblant c'est de lui qui a mourir. écrit. Hein, c'est lui. Ah bah, moi, je fais comme ça. Non, moi, je fais comme ça, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Enfin, je parlais comme ça à ma fille, voilà. Alors, on connaît, on sait que les bails sont sombres. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que le premier Mission Impossible, c'est un incroyable film d'espionnage, je trouve, mais tu sais, dans le sens le plus noble du terme et le plus paranoïaque du terme. Parce que toutes les thématiques que De Palma affectionne, en fait, elles fit tellement bien avec cet univers, avec ce qu'il est à ce moment-là, quoi. Parce qu'il y a plusieurs thématiques qui sont très importantes chez lui. Alors effectivement, oui, on a déjà parlé de cette histoire de paranoïa, de blowout, de tout ça. Bon, bah, je sais pas si dans un autre film de la saga, sans que ce soit surappuyé, on puisse avoir cette espèce de sensation de tout le monde peut vriller à n'importe quel moment, tout le monde peut changer de camp à n'importe quel moment, et je suis même pas sûr que la personne à qui je parle, ce soit vraiment elle, tu vois. Parce qu'il y a aussi Oui, ce oui. truc-là, c'est que... Ouais, parce que ce truc des masques, tu vois, qui est introduit dans ce film-là, qui pour moi est un petit peu le côté SF surréaliste de la saga, tu vois. C'est-à-dire que n'importe qui peut mettre un masque et devenir quelqu'un d'autre, sauf J.J. Abrams qui a essayé de nous rationaliser ça et c'était catastrophique. Mais d'habitude, tu mets un masque et voilà, tu es quelqu'un d'autre et il n'y a pas de problème. Et en fait, je trouve que le premier Mission Impossible, il a toujours les meilleurs masques de la saga. Je sais pas comment c'est possible. Bah, c'est Rob Bottin déjà probablement. Mais c'est que tu vois que c'est des masques. Toi, tu le vois, si tu observes un peu, et en même temps, tu y crois. C'est-à-dire que c'est un truc qui est complètement plausible. C'est-à-dire que la performance est assez folle, la manière dont les gens ont l'impression d'être quelqu'un d'autre, mais en même temps, tu vois, quand tu t'y intéresses d'un peu plus près, tu vois que c'est des masques, quoi. Pour moi, il y a un truc de palpable là-dedans qui est vraiment pratique, pour le coup, et qui est vraiment super, super bien fait, quoi. C'est-à-dire que ça tient autant à la performance de l'espion en question qu'au masque, quoi. Il y a un truc comme ça. Donc je trouve que ça marche super bien. Et puis bon, bah, une des grandes thématiques de la filmo de Palma et qu'il a exploré dans une tonne de films, bah, c'est le fait d'être... En fait, c'est la dualité de quelqu'un, quoi, tu vois. Ce truc double. C'est-à-dire qu'il a toujours l'impression, un peu comme Friedkin, hein, c'est une thématique qui se recoupe beaucoup avec la thématique centrale du cinéma de Friedkin. C'est-à-dire que les gens ont toujours quelque chose à cacher. Il y a toujours une histoire de faux semblant. Quelqu'un qui dit un truc, forcément, il te cache des choses. Bon, bah, encore une fois, dans cette ambiance-là, post-guerre froide, enfin, bien post-guerre froide, hein, mais en tout cas, dans le contexte du premier Mission Impossible, bah ça marche à fond, quoi. Parce que oui, la thématique des masses, la thématique des gens qui passent d'un camp à l'autre, et puis, enfin, formellement, c'est un film de De Palma, je veux dire, on l'a dit, répété, et on le répétera encore, il y a tout ce qui fait son cinéma de manière presque surappuyée, tu vois, pour moi, il y a un truc de surcompensation presque. C'est un film de commande, du coup, je vais mettre tous mes gimmicks dedans, en continu. Je ne sais pas combien il y a de close-up en plan débulé, je ne sais pas, j'ai arrêté de pas mal. compter. Plan Mais subjectif franchement, aussi. Hein. déjà, Plan je sais même subjectif, pas des si... trucs.
Est-ce qu'il est possible qu'il y ait plus de plans débulés que de plans horizontaux? Peut-être, probablement. Tu vois, je veux dire, c'est complètement possible. Mais surtout, c'est la manière de le faire en close-up dès qu'il y a des conversations comme ça. Enfin, je veux dire, c'est. Tu sais, Body Double, bah voilà, c'est là. Alors, il n'y a pas de plan séquence marquant, tu vois, qui soit très appuyé, Non, parce non. que c'est vrai que c'est un de ses grands gimmicks avant que le plan séquence devienne un artifice de mise en scène un peu vain. Lui, il savait le faire. D'ailleurs, il le faisait tellement bien que tu n'étais même pas. Au Enfin, courant. t'étais pas toujours pleinement conscient du fait que ce Mhm. soit un plan séquence qui Ah, c'est démarre les et qui meilleurs. s'arrête, parce qu'il était incroyablement bon en termes de timing, c'est-à-dire qu'il savait quand l'arrêter surtout. J'avais plus le nom C'est du toujours top. Steadicammer, mais je crois qu'il bossait tout le temps avec le même Steadicammer, en fait, Ouais. qui avait monté son propre ring, en fait, Et pour vraiment très bien. il avait pas mal commenté parce que celui qu'on lui rebat toujours, c'est celui de l'impasse, tu sais, celui de la gare, à la Ouais, fin. bah, même Et Snake Eyes, hein, le début. Hein. ouais, ouais, Je bah m'en celui de souviens. Sécage, oui, bien sûr, c'est parce que tout le monde te dit, ah, le plan séquence, oui, mais il reste 1h30 derrière quand même. Mais non, mais tu vois, mais non, mais celui de la gare à la fin de Carlitos Way, c'est. Il y a plein de gens, tu sais, ils en parlent et la plupart des gens disent, mais en fait, sur le coup, la première fois que tu le vois, peut-être ça te Tu te saute rends pas aux pas yeux, compte, ouais. quoi. Et Hmm. lui dit, bah oui, mais c'est normal, c'est parce que moi je sais quand l'arrêter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas pouvoir te rendre compte que c'en est un et que tu vois, il y a un truc bizarre qui se passe, bah là, il y a un C'est fini. contresens en fait. C'est comme Ouais, ça que c'est ça ça. marche. Mais, euh, mais du coup, bah, tout ça pour dire que, bon, il a pris totalement possession de la franchise, il a fait que des choses qu'il savait faire, et je pense que c'est comme ça qu'on doit aborder un film de commande finalement, tu vois. Tout en se faisant extraordinairement plaisir et en réussissant à improviser des trucs qui sont quand même assez impressionnants des années plus tard. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la fameuse scène du train qui se voudrait être le climax du film. C'est pas Mhm. ce que je considère comme étant le climax. Moi, pour le coup, je préfère la scène de Langley, hein, Bah, tu vois, bien sûr. que je trouve quand même. Elle est Pour plus le coup, iconique en plus. le vrai climax de De Palma, tu vois, du cinéma de De Palma, c'est la scène de Langley, quoi. Le truc qui se passe quasiment sans son, hein, avec des échanges, on va dire, entre le mec qui est en train de gerber ses tripes, qui revient, qui retourne gerber ses tripes, Mhm. pendant que Jean Reno, t'as un plan sur Jean Reno, tu sais, qui est en train de retenir Ethan Hunt, qui pendant ce temps-là est accroché au sol, t'as le close-up sur la goutte de sueur, tu vois, qui est presque en train de toucher le sol. Enfin voilà, ça, je veux dire, pour le coup, c'est de la pure tension de Palma. C'est un truc complètement Hitchcockien, en fait. Voilà, tout bêtement. Hmm. Et d'ailleurs, c'est marrant hein, de citer ce truc de Hitchcock parce que ça s'arrête un peu, mais la première partie du film, et je pense aussi qu'il a pas mal regardé la série Mission Impossible, mine de rien, même s'il s'en défend un petit peu, mais je pense quand même qu'il l'a pas mal regardé. C'est que Coquin. ouais, il y a une espèce de narration, tu sais, qui est très Hitchcockienne dans l'artisanat. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est fait que les épisodes suivants ne feront pas, c'est qu'il y a beaucoup de fondus enchaînés. Tu sais, au début, sur Hmm. l'explication de la mission, le discours Mhm. de Phelps qui est enchaîné avec un autre truc et ça s'arrête pas comme ça. Et puis t'as des fondus au noir, des trucs comme ça. T'as des trucs, d'ailleurs, tu parlais de Nouvelle Vague, de Godard et tout. Si vous voulez voir une scène qui, à mon avis, est littéralement un truc qui est hérité de la Nouvelle Vague, c'est la scène sur les quais pendant la poursuite du début. Tu sais, quand t'as Sarah, je crois, qui est en train de suivre qui est Le en train tueur. de suivre Mhm. je sais plus comment il Le s'appelle le client. type, mais Ouais, celui ouais, de le récupérer client. les, Et celui qui doit récupérer les listes. d'un coup, t'as ce truc un peu brumeux, tu sais, avec une photo complètement bleue, machin, Ouais. un truc un peu surréaliste qui fait complètement nouvelle vague. Donc en fait, il a réussi à tout mettre. C'est presque un best-of de Palma, Mission Impossible. C'est ça qui est fou, tu vois. C'est-à-dire que t'as ce film-là qui est un film de commande qui va donner, je sais pas, naissance à peut-être une des plus grandes franchises du cinéma Oh, ça l'est, hein. Ouais, contemporain ouais, ouais, d'action, bien de sûr. blockbuster, tu vois. Et au final, c'est un espèce de best-of d'un des mecs les plus sous-côté de l'histoire de l'industrie hollywoodienne. Ça donne quand même un objet un peu atypique, quoi. Donc en fait, non, je conseille à tout le monde de le revoir parce que c'est assez incroyable de constater l'évolution du truc. Mine de rien, Tom Cruise en plus, enfin, on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais son rôle d'Ethan Hunt, à ce moment-là, il le tient sur le bout des doigts. Il n'est pas en train de vampiriser la Terre entière, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que Non. c'est un film qui tient encore sur une dynamique d'équipe, parce que la saga va perdre pour ensuite retrouver, à mon avis, pour la reperdre aujourd'hui. Faut Hein. la Bien reperdre, sûr. carrément. Et le problème, c'est toujours le fait que Tom Cruise fasse une OPA, on va dire, hein, sur la Ouais. saga. À mon Mhm. avis, c'est le problème de Dead Reckoning. Ah bah là, le Euh, Final Reckoning, c'est sa gueule sur l'affiche. Tu vois, Bah, de toute vraiment. Ouais, ah façon, ouais, Là, il y a plus. c'est hallucinant. Ouais, c'est je pense que hallucinant. l'ascension de Rebecca Ferguson a été vécue comme un affront. Donc, Ouais, peut-être. Ouais. il est possible que Dead Reckoning, à mon avis, il en pâtisse beaucoup. Tu vois, je pense que c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là, il est bien à sa place. C'est-à-dire qu'il est parfaitement. En fait, il est parfaitement dans la continuité de sa carrière, de l'acteur qu'il est en train de devenir. De l'acteur, je dis bien, pas de l'action star. Parce que pour le Hmm. coup, il en fait pas des caisses
sur des cascades improbables. D'ailleurs, c'est un truc qui est pas du tout mis en avant dans ce film-là. Non, pas dans celui-là. Non, puisqu'on est surtout dans un espèce de truc paranoïaque, dans un espèce de jeu de dupe. Sa plus grosse cascade, c'est d'envoyer 7000 mails dans 30 langues différentes au moment où il essaie de trouver un gars en faisant des recherches internet, quoi. Probablement la plus grosse cascade du film. C'est à partir du 2 où il y aura l'ego trip, de toute façon, cascade, tout ça, machin. Donc, c'est Ouais, mais là encore où à sa carrière partir va du exploser. 2, à partir du 2, j'ai envie de te dire que les scènes d'action, pour moi, elles sont vraiment plus trademark John Woo que Tom Ah Cruise. oui, bien sûr. Ouais, Alors, ouais, sur le mais coup, bon, il y a pas de- la fameuse séquence où il grimpe, machin, Ouais. ça a été mis en avant. Ouais, C'est à bien partir de là sûr. où la franchise a Évidemment. été mise en avant. C'est avec le les début de cascades. la promo par la Mais c'est cascade. vraiment à partir Ouais, de ouais. Ghost Protocol, tu vois, qu'on va faire de Ah oui, lui carrément. l'argument suprême de Et cette Ah période- oui, saga. ça va être. De toute façon, maintenant, ce période qui est mis en avant, c'est la cascade, quoi. Ouais, Même dans les c'est ça. affiches. Hein. Mais Ghost Ah oui, Protocol mais de toute façon. étant le cadre, donc étant le côté réhabilitation de Tom Cruise, action star, Ah bah, c'est son- suite au plantage en fait, de c'est son son retour, pétage de plomb, quoi. Ouais, C'est son retour post-guerre des mondes, donc c'est le puis il moment qui a tente, c'est là refait de celui lui où ce qu'il est il. aujourd'hui. Ouais, il tente l'équipe déjà à partir de là. Il y a quelques failles. Voilà, Il se le calme en montres pas fait. infaillible. Il est Mais pas. Mais il arrive à le tenir que sur 2 films, quoi. C'est Ouais, c'est- Ouais, bien ça. sûr. c'est vraiment. Mais voilà. en tout cas, grosse performance. Saluons Ving Rhames, hein, qui sera là jusqu'au bout, quand même. Enfin, je veux Oui, dire, ouais, tout à fait. Ah, je pense qu'il a le- signé quel- pour la scientologie depuis le premier, comme ça il a été tranquille. Il a fait. Bah, quelque vas-y, part, tiens. Allez. quelque part, le Je reste. survivant, là, tu vois, là où les autres vont progressivement tous disparaître, tu vois, je veux dire, non, Il est Ving là. Rhames, c'est toujours le gars sûr, il est toujours là. J'aurais toujours en mémoire là, une des dernières phrases qu'il balance dans Fallout, je crois, quand il appuie sur le bouton, machin, et qu'il arrive à sauver la Terre entière, et on voit Vin Rhames qui dit « Quel mec !» C'est peut-être Plus c'est le le truc le scénar. plus Lui, pour moi, improbable, quoi. Pour moi, c'est la personnalisation de Christopher McQuarrie à l'écran, tu vois. Il Ah, est là, ouais, c'est il y a ça. un peu ça, quel ouais. Il est mec, dans l'ombre, ça. il tape sur un clavier et personne lui dit merci, mais. il est là, C'est merci oh Ethan, là là. merci machin. À chaque fois, Bah, c'est lui merci qui doit Tom, dire « Ah, merci merci mec, t'es trop fort et tout, bravo et tout. » En plus, t'as une dynamique d'équipe qui fonctionne plutôt bien dans le premier Mission Impossible. Hein, Ah, je veux complètement, dire, ouais, bien sûr. Puis ils ont leur personnalité et Emmanuel tout. Béard, qui, en plus, il a fait d'Emmanuel Béard un truc qui sera plus vraiment fait dans la saga ensuite, un vrai personnage de femme fatale, bien sûr, Ouais. évidemment, de Palma, puisqu'elle est totalement dans les codes de Mmh. quasiment du néo-noir, tu vois. Ouais, manipulation aussi, etc. Ouais, non, ça marche très bien. Voilà, il y a Jean Reno qui est bien meilleur que dans Godzilla. Mais Bien pas meilleur pilote d'hélicoptère. Pas meilleur que dans le Jaguar. Ah. Après, le rat joue quand même mieux que lui, hein, mais bon. Le Jaguar, c'est à peu près au même moment. C'est au Je me même rappelle. moment, c'est de Francis C'est Weber. au même moment. Je me Ouais, rappelle. ouais. ouais. Au Il était un cinéma, peu au il y avait, top, là, il y avait les hein. deux affiches, je me rappellerai toute ma vie de ça. Il Le est Jaguar. un peu au top, ouais, Jean Reno. Ah bah là, à ce moment-là. Ronin, c'est beaucoup plus tard, je sais plus. Ronin, il est Ouais, joué bon, dans. J'ai pas obligé ouais. d'évoquer tout ça. Ah, j'aime bien la poursuite dans Ronin. Arrête, J'aime bien Ronin. arrête d'évoquer les souvenirs de guerre, s'il te plaît. Top. En tout cas, non, il y a un vrai bon casting. On se moquait Ouais. évidemment des côtés sombres de John Voight. Il n'empêche qu'il tient parfaitement ce rôle-là. Ah oui, oui, Alors, Ouais, ça tient. moi n'étant pas du tout attaché à la mythologie Mission Impossible, j'imagine le choc que ça a pu faire aux gens. Enfin, je veux dire, Ça a devait été. être terrible. Ça a été. Ça Ah, doit ouais, être- c'est Oui, souvent le ça a reproche. crié Hein. au C'est le scandale. reproche. Hein. Ouais. Évidemment, on connaît l'histoire, l'acteur, nanana, dégoûté, machin, tout ça, oui, si tu veux. Mais en tout cas, je veux dire, quel meilleur moyen de faire renaître une franchise que de tout Je suis cramer. d'accord. Bah, bien. Ouais, bien Complètement On est d'accord. d'accord. Là, pour le coup, tu peux pas cramer ça plus que ça. Hein. Je veux dire, Ouais, je suis carrément d'accord. Et puis le petit trick final, un peu Hitchcockien tu sais, de mettre en premier lieu générique qui reviendra qu'à partir de Ghost Protocol, où on te montre les gens. Regardez, c'est l'équipe, ils vont pas tenir une séquence. Voilà. Et moi, voilà, ça me fait rire. Tu vois, donc non, pas grand chose à dire qui n'ait jamais été dit sur Mission Impossible, mais en tout cas, mon film très très solide, à mon sens, toujours aujourd'hui, le deuxième film le plus solide de la saga. Quoi. Je veux dire, voilà, je mets peut-être Rogue Nation devant. Je pense pas que Final Reckoning va changer sa place. Je pense pas non plus. Voilà, film extrêmement non. solide. C'est non. En tout cas, donc, film extrêmement solide. D'ailleurs, tellement solide que Tom Cruise était vraiment satisfait du film, hein, pour le coup, et puis le succès qu'il y a eu, parce qu'il a rapporté Ah oui. 456 millions de recettes Voilà, à et puis l'époque. c'est un marqueur important de sa carrière, hein, encore une Ouais, fois. carrément. Le 4 début millions Mission d'entrées. Impossible, et puis 4 que millions Mission d'entrées en Impossible. France. là où ça l'a amené. Parce qu'encore Bien une fois, sûr. c'est un step-up dans sa carrière de star, on va dire. Parce que Ça d'accord. l'a amené à Mission to Mars. Incroyable. Super. Merci. Ça arrive. Aïe, aïe, aïe. Parle de Tom Euh, Cruise. Parle- Oui, bah après, Tom Cruise, lui, il avait voulu justement que Brian De Palma réalise la suite, en fait. Il l'avait proposé, hein, mais mais De Palma a fait... Après, ce qui est marrant, c'est que pour terminer sur cette espèce de truc de tu sais, la cohérence globale de la saga, c'est que encore une fois, Brian De Palma, il te laisse avec un travail tellement personnel et à peu près impossible à À refaire. Ah, tu reproduire. peux pas le copier. Ouais, non, carrément La- pas. Ouais, La ouais. saga est obligée de prendre son extrême opposé, c'est-à-dire d'aller chercher Ouais, John Woo, John tu Woo. vois, genre qui fait le cinéma le plus antinomique de Palma possible, et lui aussi, et va laisser la saga dans le même état. C'est-à-dire,
tu peux tellement pas faire la même chose que Mission Impossible 2 que pour le coup, tu vas te dire, bon, je vais chercher le mec qui sert qu'à rebooter des trucs. Donc, allez me chercher J.J. Abrams. Voilà, ça peut Ouais, marcher. c'est ça. Tu vois, et je pense que ça a marché parce que sans J.J. Abrams, à mon avis, il n'y a pas l'arc qui commence avec Ghost Protocol, tu vois. Donc, N'empêche ça que tu passes de De Palma à Elfman non, mais- et puis musique classique et juste après t'as donc Hans Zimmer, John Woo et Limp Bizkit. les deux, je crois qu'ils ont pratiqué, tu sais, la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que l'autre, il s'est dit, Ouais. vas-y, je vais faire un film d'espionnage post-guerre froide, j'en ai rien à foutre. Puis après, ils se sont dit, bon, bah là, je sais pas quoi faire, vas-y, bah mets-moi des colombes, des pénir au moteurs- fond. Des Voilà, moutons. pénir au fond. Du tango avec À des Tango de Séville, voiture. à Séville, putain, la scène de Séville. Les Audi. Avec les Voilà. fondus et tout. Ouais. Ah, non, C'est incroyable. Donc là, ça fait partie de ce truc qui fait que, bon, un jour, ils se sont dit, bon, va me chercher J.J. Abrams, demande-lui de d'effacer les autres films et de continuer un truc parce que c'est pas possible, quoi. Mais finalement, pour moi, c'est une marque un peu de solidité encore, tu vois. Ouais, bien sûr. Le fait que tu puisses pas le poursuivre, finalement. Tu vois, tu laisses ta marque comme ça et tu te casses, quoi. Ça, c'est moi, ça. Bam. Voilà. Bam. Mathieu, Mission Impossible de ton côté. Pas mal de choses ont déjà été racontées. Donc, Mission Impossible, nouveau visionnage. Je l'ai déjà vu quelques fois. Je l'avais encore plus apprécié la deuxième fois que je l'ai vu. Je l'ai pas vu au cinéma, moi je l'ai d'abord vu en VHS, tout ça. Et je sais même plus si j'ai pas d'abord vu le 2 avant de voir le 1 à l'époque. Donc, imaginez le choc. Esthétique et en l'ayant revu déjà il y a pas si longtemps, je crois que c'était justement pour le Mission Impossible précédent, je me suis fait tous les films. Et le 1, il est remonté, mais vraiment très 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 haut. Alors j'avais un souvenir assez, ouais, c'est pas mal, mais pas trop trop de souvenirs, parce que vraiment c'était hyper vague. Mhm. Et non, là encore en le revoyant, c'est vraiment un super film. Et effectivement, qui est radicalement de tous les autres Missions Impossibles, même vraiment justement dans la gestion du système Mission Impossible, où tu as effectivement cette première partie qui explose Mission Impossible pour mieux faire le système Tom Cruise, le mettre en avant en tant que leader d'équipe, jusqu'à ce qu'on voit vraiment tout à la fin, où voilà, c'est lui qui va prendre le lead, et voilà, Mission Impossible 2.0, Contre son gré, c'est là, presque. c'est en place. Ouais. Pardon? Alors, presque contre son gré. Ouais, C'est-à-dire, voilà, où il est vraiment sait pas, étonné, quoi. voilà, il s'y attend pas du tout. Et donc voilà, c'est à votre tour de reprendre le lead. Et c'est vrai que le film, en termes de construction de suspense, c'est vrai que c'est pas un film d'action en tant que tel, mais par contre, toutes les séquences de suspense sont mises en place comme une séquence d'action. Et c'est vrai que t'es vraiment tendu. La fameuse scène du braquage, elle est quand même incroyable, même quand tu la revois plusieurs fois. Le système de construction, que ce soit dans la mise en place avec les explications de l'équipe et le fait qu'on te vend ça comme voilà, comme une mission impossible, justement. Et la construction, les masques, le système pour que le mec passe son temps en chiottes, il revient, machin, t'as plusieurs choses qui passent, t'as le rage en réno, les caméras, donc là t'as le système avec plusieurs caméras, plusieurs points de vue qui te permettent de voir un peu le suspense et comment ça se passe. Et non, Qui marche bien sur la paranoïa d'ailleurs, c'est tout ce qui. C'est ça, c'est ces Exactement. mises en place là Ouais, qui ouais. font que c'est très ultra ça marche, paranoïaque. ça marche vraiment très très bien. Et même le tout début, la toute première séquence avec justement le système de traîtrise où toute l'équipe va être complètement bousillée. Là, c'est pareil, on a une montée en puissance du suspense qui marche très bien et jusqu'à le fameux face à face avec le chewing-gum sur la vitre et la fameuse séquence de l'aquarium qui explose avec une montée en puissance de la musique de Danny Elfman qui je trouve est vraiment J'adore bonne. comment ça te fait. Ouais. Ça met en scène un truc exceptionnel alors que c'est juste un aquarium qui explose, tu vois. Mais Ouais, dans la tout à fait. mise en scène, c'est parfait. Ouais, La aquarium façon qui est dont dans il un saute et restaurant. tout. Ouais. D'accord, il y a un étage de restaurant, tu vois. Ouais, c'est carrément un étage entier, tu vois, il saute, t'as de la vague, on dirait que t'as carrément un océan qui est en train de couler dans la ville tellement il y a de la flotte dans le truc. Et ouais, toute cette première partie de film, elle est vraiment top. Et on a, après ça va être refait tout le temps, mais le fameux Ethan Hunt qui est à la marge de Mission Impossible et qui va revenir en état de grâce parce qu'il va prouver que tout le monde est méchant sauf lui. Ça fonctionne extrêmement bien. Tout le temps. Et je suis d'accord avec. fait 10 c'est tout le temps la même chose. Hein. fois. Tout le temps, hein, c'est Ah, tout j'ai le temps pas la même confiance en chose. ce mec. Il est trop chaud Non. ce mec. Franchement, lui, non, je pense Quel qu'il va mec. nous trahir. Ouais, pourtant, quel mec à la fin, quel mec. Puis c'est vrai qu'il pète beaucoup de choses quand même. Oui, bah, Mais cher. ouais, Tom Cruise dedans est bien, je suis d'accord, il est à sa place parce qu'il est entouré d'une bonne équipe et il n'est pas de tous les plans, contrairement à pas mal d'autres Missions Impossibles où clairement c'est lui le truc central. Sans lui, il n'y a rien qui fonctionne. Alors que là, tu as quand même un vrai travail d'équipe. Sans les autres, clairement, il peut rien faire. Donc là-dessus, ça marche aussi très très bien. Et c'est vraiment que la fin qui est improvisée, où tu te rends compte qu'ils ont été un petit peu emmerdés, où le film va perdre un petit peu en force, on va dire, sur les dernières 20 minutes, parce que je ne mettrai pas non plus toute la séquence finale.
où ils tentent quand même de remettre encore une séquence un petit peu de suspense, mais qui se termine avec un Jean Reno grimaçant et une pale d'hélicoptère qui s'arrête à 3 mm. Et en plus, la musique de plutôt mauvais goût, je trouve, de Danny Elfman qui explose comme un blockbuster au moment où on a notre ami Ethanon qui est projeté contre le TGV. Mais quand tu connais un petit peu le délire de fabrication de scène, franchement, ça va. On a vu Un bien truc pire. quasiment improvisé, Franchement. donc franchement, ça Ouais, va. ouais, pour un truc improvisé comme ça, une séquence d'action un petit peu quasiment faite sur le fil, tu dis qu'ils sont quand même super bien démerdés au niveau des SFX, au niveau des maquettes, au niveau du rendu. Je trouve que c'est loin d'être honteux. Donc voilà, ça conclut un film qui est largement honnête et qui est de très très bonne qualité, je trouve, en termes de suspense et effectivement de mise en scène. Enfin, De Palma, tu sens qu'il s'amuse vraiment avec ses codes de mise en scène et ça colle parfaitement avec Mission Impossible, quoi. Donc, non, c'était encore une fois un très chouette moment de revisionner ce film. Moi, je reviens toujours pas de la première séquence, hein. Moi, je trouve que c'est incroyable, hein. C'est vraiment cette Ouais, séquence c'est fou. où tout le monde se fait buter. T'as le truc Ouais, aussi, elle est même folle. l'intro. L'intro, c'est très très de Palma, quoi, dans le sens où ils font toute une mise en scène pour piéger C'est un très série mec. télé aussi, je trouve. Ouais, C'est très- Ah ouais, oui, c'est- c'est carrément dans ouais. la série télé, hein. Parce Il y a que tout ça. justement, il y a ce clin Non, mais d'œil tu sais, du t'as fait ce que tout côté, se passe t'as sur la un petit deuxième écran, en équipe, fait. en fait. Voilà. La deuxième équipe que tu vois la première fois et qu'on Ouais. te remontre après, ça c'est Mm. incroyable quoi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Non, mais c'est vraiment l'idée d'avoir déjà zigouillé la première équipe pour en faire une nouvelle, entre guillemets, pour faire le passage de flambeau. Je trouvais ça aussi Ah, très c'est malin, nickel, quoi. bien Non, sûr. ouais, non, c'est Ouais, très ouais. très bien pour le truc. Et ben, Manu, vas-y, je t'en prie. Mission Bah, écoute, Impossible. comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première Mission Impossible, je l'ai vu au cinéma à l'époque. Alors, de toute façon, je les ai tous vus sauf le 3 au cinéma, je crois. Et c'était une claque. Alors, j'avais 10 ans, j'étais assez fan de la série. Je vous ai dit la semaine dernière que mon père était Mm. très fan des vieux trucs et du coup des vieux films, vieilles séries. Donc, j'ai bouffé pas mal de Mission Impossible. Principalement la deuxième série, parce il y a eu 2 séries Mission Impossible et c'était 20 ans après, du coup, celle Attends, après. qui a repris dans les années 80 ou fin des années 70, je sais plus. Euh, je pense que les raisons pour lesquelles j'aimais le film à l'époque et les raisons pour lesquelles j'aime toujours le film maintenant sont pas exactement les mêmes. Vraiment, à l'époque, le twist sur Jim Phelps, c'était vraiment un twist, quoi. Moi, j'ai pas été choqué, j'étais justement embarqué par l'histoire parce que mais non, mais je trouvais ça pertinent de se dire Oui. de toute façon tu reprends pas, enfin tu rends hommage à la série en prenant le personnage, ce qui était pas obligatoire, hein, parce qu'ils auraient pu clairement juste Faire partir sur un une nouveau équipe perso, lambda, bien quoi. sûr. Et de en même temps faire un marqueur d'époque, parce que alors Marvin a abordé le truc, c'est post-guerre froide, c'est même pile poil au milieu entre la fin de la guerre froide, enfin la fin de l'URSS et le 11 septembre. C'est sorti en 96, 5 ans après, 5 ans avant. Donc c'est à la fois une période Il est tout prévu pour, Brian De Palma, il savait. pour le monde incertaine, mais créativement aussi, parce que du coup, il y a toute une génération de réalisateurs qui ont grandi avec la guerre froide et qui avaient un sujet tout prêt. Alors, ils ont eu la guerre du Vietnam et la guerre froide. Et ce qui est assez marrant, c'est que la singularité de la période et le fait que ce soit le seul Mission Impossible qui est sorti là, en plus de cette singularité de la liberté créative, du fait d'avoir Brian De Palma sur ce genre de franchise, avant que ce soit une franchise, je sais pas, si tu mets Brian De Palma sur le 5 s'il vient, tu vois, je suis pas sûr. Non, je pense pas. Mais ça fait que on a quelque chose qui créativement est super intéressant et va poser quand même certaines bases pour la suite, parce que le fait que ça soit l'ancien système, en fait, le système guerre froide d'espionnage qui s'effondre, fait quasiment tous les méchants de la saga Mission Impossible par la suite. Puisque le 2, c'est un ancien de l'agence, le 3, il y a un méchant dans l'agence, le 4, c'est un ex de l'Union soviétique, un scientifique qui a pété les plombs et qui veut tout faire sauter. C'est vraiment, ça pose quand même des bases qui feront que la franchise n'a pas besoin de se servir d'autre chose et n'a pas besoin de partir sur d'autres genres de menaces qui sont arrivés avec le 11 septembre et qui auraient pu faire basculer la franchise dans quelque chose de plutôt dégueulasse. Alors je trouve qu'elle tombe dans quelque chose de dégueulasse avec le 6 quand Ethan Hunt devient une figure messianique qui doit se sacrifier pour sauver le monde, parce que son ex-femme lui dit littéralement, si j'arrive à dormir, c'est parce que je sais que tu vas te sacrifier pour sauver le monde. Je trouve ça un peu moche, quoi. Et ça détermine en plus totalement son arc pour les 2 suivants, hein, parce que Final Reckoning, j'ai vu que le trailer, mais ça suggère quand même que le monde envoie Ethan Hunt se sacrifier, hein. Donc on verra. Mais le premier reste assez unique parce qu'il n'est pas encore pris dans le besoin de faire une franchise d'action, dans aussi toutes les adaptations qui sont venues après quasiment. Je pense si elle était de la même école adaptée, on a eu
Et Chapeau The Avengers, melon et bottes chapeau de melon et cuir. bottes de cuir, genre Avengers, 2 ans après Mission Impossible, et là c'est parti en cacahuète. Magnifique, C'est Batman et splendide. Robin dans l'esprit. On avait totalement perdu les Charlie's Angels, c'était c'était cool. Ouais, Charlie's Angels, ça va totalement dans l'autre sens. Mais Ah, c'est bon ça, moi j'aime bien. on pourrait dire que le principe de base est un peu pété de toute façon, mais à la rigueur c'était un peu fun. Les McG à l'époque ils étaient fun quoi. Ouais. Au-delà de ça, les scènes d'action, moi je suis comme Marvin, pour moi la scène du film c'est la scène de Langley et je pense qu'elle a assez marqué la pop culture pour qu'on se rende compte, et en effet elle fonctionne beaucoup sur une tension qui est propre à tout ce qui inspire De Palma en fait au niveau cinématographique. La tension sur c'est juste sur le placement des personnages, le silence, ouais, tout ça qui fait que on accroche, on retrouve un peu ça dans quelques films je crois que le 4 a une grosse scène silencieuse à un moment. Le 4 rend pas mal hommage au premier de toute façon. Et on est encore sur un scénario qui est efficace. Alors je trouve que la partie Job 314 machin, j'essaye de comprendre comment fonctionnent les emails. Bon, ok, on aurait pu s'en passer, mais on n'est pas encore dans les problèmes de la franchise qui va s'embourber dans de la complexité. À partir du 6, pour moi, 6, 7 et j'imagine le 8, t'as des enchaînements narratifs qui sont là pour justifier des enchaînements de scènes et de cette Là, il faut qu'il justifie l'action c'est un beaucoup peu dans chiant. les prochains. Là, on est vraiment sur un film qui se tient bien lui-même, même l'IMF du coup, et pas du tout. Enfin, franchement, tout a été redcon à partir du 3, globalement. Le 3, d'ailleurs, dit que Ethan Hunt a plus de famille. Dans le 1, on se sert de sa famille pour le faire marcher. Mais attends, fait que il y a c'est les tous d'anciens... il y a les retcons récents en plus, tu sais, d'être retconning là presque, qui rajoutent Ouais, des éléments qu'on n'a pas dans le premier film. Ouais, et quand tu mates le premier, c'est pas du tout cohérent. Le fait que ce soit d'anciens, en gros, des mecs qui se sont fait arrêter et qui ont eu le choix de partir en espèce de mission suicide. Non, vraiment, c'est retcon à partir du 3. Et encore, même, je trouve que c'est retcon à partir du 6 ou du 7, parce que même le 3 est plus cohérent c'est la CIA et c'est une branche de la CIA, quoi. Mais, ouais, et puis cinématographiquement, tu l'as dit, Marvin, aussi, juste avant, le fait que il fonctionne bien au revisionnage en plus, parce que cette première équipe, quand tu revois le film, tu la vois partout, la deuxième équipe plutôt, qui est là dans toutes les scènes du premier tiers du film, avant qu'il se fasse éclater. Et ça marche, t'as beau revoir le film, ça marche toujours, parce que c'est bien réalisé, parce que l'attention fonctionne, que l'attention de la caméra aussi est portée au bon endroit. Non, vraiment, moi aussi ça reste mon deuxième préféré, mais on n'a pas le même premier avec Marvin. Je pense que je mets Ghost Protocol le premier et Rogue Nation. Rogue Nation, il reste gâché par le fait que c'est un préquel à Fallout pour moi qui vient gâcher la franchise, quoi. À partir du moment où ils sont restés sur les mêmes réals, le même réal, ça a tué la franchise. Ça a tué un peu la fraîcheur, le côté rafraîchissant du truc, quoi. Ah, puis on a plus les escaliers filmés par De Palma, parce que c'est vrai qu'on l'a pas assez dit, mais putain, les escaliers, quoi. Et il y a un escalier en colimaçon à un moment, là. Ah, magnifique. Il y a la scène. Non, mais vraiment, le plan est incroyable. Le plan est incroyable. Parce qu'il a un goût pour un certain type d'architecture. Tu vois. On a déjà parlé des Incorruptibles. Il y a ça dans Carlitos Way aussi. Mais là, c'est pareil. Il faut dire la manière dont il filme, tu sais, les gares, les escaliers, les trucs comme ça. C'est incroyable. Ce truc-là. C'est unique. C'est ce personnage qui sort, qui débarque dans bas d'un escalier. Je sais pas combien de fois il y a ce plan-là dans sa filmo. Mais il le fait au moins 30 fois dans Mission Impossible. Même les moments de révélation, enfin le regard d'Emmanuel Béard au moment, il y a plein de moments vraiment qui collent parfaitement au cinéma. Vous avez remarqué qu'il laisse ses vêtements à Emmanuel Béard. C'est quand même un truc que peu de réalisateurs ont fait. Alors, au cinéma français, il y a une scène c'est aussi, compliqué. il y a une scène, la scène où il retrouve Jim Phelps et que t'as la narration où t'as Jim Phelps qui lui raconte ce qui s'est passé. Et du coup, t'as la narration où tu vois comment Ethan Hunt pense, et du coup, tu vois que lui, il comprend en parallèle. Ça marche toujours autant sur moi qu'à l'époque, quoi. C'est-à-dire que c'est un des points clés du film, et c'est plus intéressant dans la caractérisation d'Ethan Hunt et de justement comment il est bon espion et comment il comprend les choses, que le Ethan Hunt sacrificiel qu'on a dans les 3 derniers films. Avec le petit doute sur Claire Phelps, toujours, tu vois, genre, ça marche vraiment bien, ça. Ah, puis t'as aussi la Bible, ça qu'on parlait du fameux Job 314, mais le bouquin est quand même présent dès la première séquence où lui en parle, où il dit voilà, où est-ce que tu vas aller pour te poser, il dit à l'hôtel machin, et c'est que le Job 314, il est quand même présent quasiment tout le long du film. Il permet aussi de communiquer avec Max et tout, donc tu as quand même pas mal de points qui permettent de relier au tout, et ça permet de refaire le regroupement au moment où il fait le rapprochement avec l'hôtel, ce qui lui permet déjà de
avoir des doutes, même en pensant encore qu'il était mort, mais au moment où il se rend compte qu'il est vivant, voilà, c'est le truc qui fonctionne encore une fois très très bien. Enfin, il est plutôt bien écrit quand même, le film. Ouais, Oui. c'est vrai. Oui. Alors, on va passer maintenant au verdict et on va faire le rappel du classement de la picklist. Les 3 premiers qui n'arrêtent pas de bouger en ce moment, c'est incroyable. Le premier par contre ne bouge jamais. Depuis qu'il est là, il est resté. Parasite avec une note moyenne de 9,2 sur 10. Le second, Le Salaire de la Peur, notre nouvel entrant de la semaine dernière, qui est arrivé deuxième avec 9,16 sur 10. Et le troisième, La Tondeuse, légendaire, une histoire vraie de David Lynch, avec 8,5 sur 10 en troisième position. Tondeuse. La Tondeuse, on vous l'a dit. Et les 3 derniers, donc Destination Finale avec une note de 5,66 sur 10, qui est quand même honorable. La Route, lui par contre, c'est 2,5 sur 10. Casse-toi de John Hillcott. Et The Electric State, bien sûr, par les bouffons Russo, 2,25 sur 10, bien entendu. Ça, c'était presque pré-shot. Mais bon, il y a un classement, chacun a son propre classement aussi. Marvin pensait que c'était La Route le dernier, mais bon. N'empêche, ça se trouve, tu prends le budget de l'électricité, c'est le budget, tu prends tous les films qui sont dans le top, je suis même pas sûr si ça rattrape le budget de l'électricité, tu sais. Quand tu regardes le pognon qu'ils ont dépensé là-dedans. Putain, saloperie. Saloperie, comme dirait Mathieu. Alors, c'est parti pour les notes sur Mission Impossible. Alors, c'est très compliqué parce que moi, j'hésite entre deux là pour le moment. Même aussi. Mais... Ah, moi, je l'ai même. Moi, je l'ai même. Manu, vas-y. Moi, c'est 7. C'est 7. Parce que voilà, je pense que 8, ça serait un peu lourd, mais il vaut largement 7. Ouais. 7 sélections. La select de la rédac. Alors, Manu, ok. Mathieu. Ah, 7 aussi. Putain, faites chier. Marvin. Pareil. J'avais prévu le 7, ouais. Non, parce que je lui dans ma tête depuis le début. Pour la séquence finale, je pense qu'il est passé pareil. qu'il aurait dû et ça me laisse un petit regret. Mais non, 7 c'est bien parce que ça me laisse de la marge pour en mettre un au-dessus, tu vois. C'est ça. Ouais, j'hésitais entre 6 et 7. Mais, bon, sachant que ces deux Palma, c'est quand même, enfin, quand on en reparle comme ça, c'est quand même bon, c'est très. La fin, oui. Le personnage d'Emmanuel Béard aussi, c'est pas super bien exploité non plus totalement. Parce qu'il reste, je pense que tu vois, il y avait ce côté aussi relation intime qui aurait pu être un peu exploité. Mais il en a fait une femme fatale de film noir. Ouais, mais c'est qui n'est pas le personnage toujours le plus flamboyant. Bah, tu vois, je veux dire, qui n'est pas le personnage le mieux traité du film noir en général. Non, c'est sûr. Donc c'est très très bien. Donc on va rester sur 7 également. Facile à calculer. Voilà. Ah oui, c'est facile. J'aime bien cet épisode. Non, moi, je suis pas emmerdé par les calculs. Donc 7, il va arriver. Alors, je prépare le petit tableur. Ça fait quoi, se faire en dessous de Paddington? Où on en est? Ouais, je pense. Ouais. Mission Impossible se retrouve en dessous, effectivement, de Paddington 2, qui est à 7,8 sur 10. Normal. Et il est juste au-dessus d'Existence, qui est à 5,75 sur 10. Oui. Ouais, mais là, le delta se creusera. Là, je pense. Il est largement au-dessus, mais bon. Il y a un 25 de place, là, ça va. C'est vrai. Donc vous pouvez avoir la picklist au total si vous voulez vous renseigner, de voir comment sont classés les films directement sur la description de l'épisode. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors le courrier des Durandos, c'est votre moment, les auditeurs et les auditrices, pour balancer votre avis sur Mission Impossible. Et des avis, on en a eu, on a eu des pelletés. On va commencer avec la pick me du début de la fin, Alizé, qui nous dit donc trauma de jeunesse avec sa première scène de massacre. J'adore ce De Palma, qui contient au moins 2 scènes cultes, Tom suspendu, Tom et l'hélico, grosse parano et 8 sur 10. John Chevrier du site Fucking Cinéphile nous dit Brian De Palma s'approprie la série TV et la trahit juste à ce qu'il faut pour mieux signer un thriller d'espionnage à la précision chirurgicale, aussi tendu et allaitant qu'il est virtuose dans ses faux semblants et loin d'être binaire dans son propos anti-establishment. Mission accomplie, 7 sur 10. Potron Minet nous dit 7 sur 10 également pour ce film d'anticipation qui nous appelait à nous méfier de John Voight. Trono nous dit c'est vrai, visionnaire. Visionnaire. En même temps, qui ne se méfie pas d'un mec avec cette gueule-là? Enfin, je veux dire, franchement. Faut être con. Moi, je le vois dans la rue. Franchement, je sais pas, tu vois, je me méfie. Ouais, tu restes, tu restes en alerte. Renaud nous dit franchement, il peut pas rivaliser avec le grand Nawak qui est le 2, avec la reprise du thème par Limp Bizkit et Metallica en générique de fin. Le premier, le mélange film d'espion, film noir, est assez compliqué, mais la réalisation est très solide, reste la trahison de la série. Donc, 6 sur 10.
Lille Moussine nous dit Jean Reno qui joue dans les 2 plus grands films d'action des années 90, justement la même année, à savoir Mission Impossible et Le Jaguar de Francis Weber. D'ailleurs, il y a Danny Trejo dans Le Jaguar. Oh Je me merde. souviens. Ouais, c'est incroyable Je me ça. souviens. C'est incroyable. Ah, le Jaguar, c'est top. pas mal. Hein. Il faudrait qu'un jour on le fasse. Parce que, voilà. Énorme. Voilà, vous pensez Patrick Bruel, très bon acteur. Oui, très bon acteur. C'est quoi votre meilleure chanson de Patrick Bruel? Tu vois, ça va être ça en fait, la discussion. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas donné les meilleures chansons de Palma d'ailleurs. Il faudrait qu'on voit tout à l'heure. Je sais pas, parce que sur la route c'est trop surfait, mais. Sur la route, pour moi, c'est surcoté de ouf. Mais bon. Il y a un J'aurais truc à dit, faire. j'en rêve encore, ça se joue avec Marcher dans le sable, tu vois. Genre, Oh, une seule vie. J'en rêve encore. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça marche. Ça marche. Une vie Parce aussi. qu'il a aussi une vie, cette c'est pas mal. carrière-là, hein, on le dit pas beaucoup, mais. Bah oui, là, il a chanté. Ouais, Il non, nous il a est fait incroyable, plaisir. incroyable. Il a tapé le Hit Machine. Il a chanté Hit Machine Il est d'ailleurs, très avec bon, Charlie il est très Lulu. Il a fait le 2 Palma Show aussi. Bien Ah oui, sûr, bien sûr. effectivement, Bah oui. oui, il a Bien été sûr. partout. Non, une grande empreinte dans la pop culture de Palma, c'est sûr. Incroyable. Le Moll nous dit, alors c'est la seule critique négative que j'ai, toujours pas digéré la trahison incompressible de Phelps, gna 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 gna, de Palma, mais je chie sur plus de 20 ans de série pour l'ego de Tom Cruise. Heureusement que les autres sont mieux, surtout le 2, 4 Alors, sur 10, et c'est généreux. Je crois que tu n'as pas compris comment la production s'est articulée. Non, parce que c'est Steve Zeilen qui avait filé l'idée justement. Il a écrit un tout petit script en fait en disant que la première équipe se faisait buter. Et puis après, il y a eu 2 scénaristes derrière pour bosser sur le truc. Mais n'oubliez pas que rien n'est sacré. On s'en fout. On s'en bat les couilles. Ouais. Exactement. Et justement, il a compris de Palma. Encore une fois, très très fort. Ah oui, il a Très, très compris. Eh ouais. Très très fort. Il a compris la musique, il a compris l'humour et puis il a compris le cinéma. Il quoi. écrivait J'en rêve encore et il s'est dit non, mais c'est bon, ça passe, y a rien de sacré. Ouais, pas de souci. Ah oui. Ça marche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'ai dit, je n'ai qu'une seule vie. Eh oui. Alors, il était sur la Bien route sûr. à ce moment-là d'ailleurs. Ah ouais, bien sûr, évidemment. Il a On laisse pensé Manu son film mort, comme Cameron. mort à l'intérieur, Oh, j'en là. rêve encore. Oh. Manu, c'est le déco de sa tête. Il a fait. Ouais, c'est bon. Il a dit non, là. ça va Non, trop. c'est. Ouais, non, j'ai C'est- fini. C'est fini le hit machine, fini, on peut faire autre ouais, chose. on peut passer à la suite, là j'en ai marre. Lecture des commentaires bien sûr de nos éditoristes. Sur Destination Finale, on a Sony qui nous dit très bon podcast comme d'habitude. J'ai juste un petit message pour Luc. Peut-être il est temps pour une mise à jour de la photo de profil sur tes réseaux. J'ai l'impression de voir Louis Sarkozy à chaque fois. Ouais, on est encore sur les jeux des... Non, mais ça fait 3 fois. Hein. Il y a eu Patrick Bruel, Gainsbourg, et maintenant on a Louis Sarkozy. Ouais, je suis Ça sûr. ce match- flatteur. C'est pas flatteur de fou. Hein, quand même. Tu sais, moi je m'en bats les couilles. Le prochain, c'est quoi tu sais Tu ressembles à Boudère. Ça va être ça. Oh, vraiment, là, À Patrick Devers, tu vois. Enfin, genre, des trucs comme ça, tu je vois. sais pas. Vers là, je commence à. C'est quoi le prochain Ouais, je sais pas. Je suis toujours surpris. Tous les jours est une nouvelle surprise. Mais en même temps, c'est Ouais, Louis Boudère. Sarkozy qui a pris Ah, mon style, ce l'enfoiré. bâtard. Ah Voilà, bah non, mais bon, je me demande là parce que il y a Don Fall. Tu vois, genre. Non, moi On je est pense parti plus de que- Bruel pour finir à Louis Sarkozy. c'est méchant. Louis Sarkozy, c'est méchant. Quoi. Ouais, en fait, Louis Sarkozy, c'est lui qui a copié mon style. Moi, je vous le dis. C'est pas moi, hein. C'est lui. T'étais Hein. là Alors qu'on avant. m'explique son. Bah, c'est C'est l'avant. quoi le métier de Louis Sarkozy d'ailleurs? Il a un métier ou il est à la télé quoi? Bah, son métier, c'est Louis Sarkozy. Ah ouais, d'accord. Nepo Baby. D'accord. C'est pas mal. Ça, tu devrais tester. Pas hein, mal, c'est pas mal. Ça marche. Également sur le salaire de la peur, Benoît G nous dit ravi de cette émission, j'ai adoré la trilogie Balle perdue, c'était excellent d'avoir Guillaume Pierret et ce grâce à l'évolution du podcast, c'est une réussite, bravo et merci à tous. Sur Apple, 5 étoiles bien sûr, Nico nous dit Nutri-Score A, excellent pour la santé de votre cinéphilie, merci Nico. Et Elenchka qui nous dit Pic Podcast, toujours un plaisir de retrouver les chroniques heureuses et j'adore les entendre sur une plus grande diversité de films, merci à elle. Le jeu de la semaine. Alors, le jeu de la semaine, ce n'est pas le meilleur film de 1996, ce n'est pas la meilleure chanson de Brian De Palma, mais ce sont ses meilleurs films, puisque sa Et de carrière toute façon. musicale ne s'est déroulée que sur 4 années, on se souvient bien. bien sûr. Alors, on va aller, donc c'est selon Sens Critique, bien entendu, toujours, nos incroyables utilisateurs de ce site, hein, qui ne prêtent pas de douche, mais on les aime quand même. Alors, Petite requête perdue. voilà. Bon, Apparemment, t'as la même voix que Mea. Ce qu'on nous dit dans le chat. Bah écoutez, on enchaîne. Ajoutons encore d'autres sosies. Alizé, allons-y. Alizé qui maîtrise les deux, me dit non. Écoutez, il faut qu'on trouve un arbitrage clair, parce que là, ça devient trop le bordel là-dessus. Faut vraiment trouver quelqu'un. On va nous Envoyez dise, vos listes. Qui tranche. Je vais Voilà. trouver un vrai sosie et puis ça sera plié. Voilà. Voilà, ouais, exactement. Là, ça devient un peu emmerdant quand même. Je ne sais plus à qui me référer d'ailleurs. Alors, 10e position. Et là, je vais vous foutre dans la merde. Les meilleurs films néo-noirs. Il y en a 50. Ah, Dahlia Noir.
Ouais, bah Arrête, oui, bah oui. arrête, malheureux. Il est même pas dans le Body classement, double, Daniel. body Ah double. bah, Non, Obsession. Ah, c'est trop non, bas. Non, ils ont pas mis l'impassible. non, 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 non. On sait jamais. Hein. Blowout. Non plus. C'est trop bas, c'est trop bas. Les Femme meilleurs fatale, films qui se non. déroulent dans un hôtel. Ah putain. Snake Eyes. Snake Eyes, effectivement. Ouais, Ah, ouais, bon, oh. 9ème position. 10ème, c'est pas Attention. déconnant. Les meilleurs films de commando. Où il n'y a pas commando, justement. Outrage. Non. Mais merci de en parler, c'est très bien. Outrage. Non, c'est pas outrage. Mission Impossible. Mission Impossible, Ah bah. effectivement, 9ème Ah ouais. position. 8ème position. Les plus fortes tensions sexuelles dans les films. Body double. Body Double, effectivement. On passe en C'est 7ème plus de la position. tension là, hein. On a dépassé voilà. le stade de la tension. Ouais, là, c'est... Là, le truc il a explosé, hein, minute 1. Pulsion. Ah bah c'est Pulsion, voilà, j'ai donné. 7ème position, voilà, c'est bon. La fatigue. 6ème position. Un meilleur film qui s'appelle Pulsion. Sur- Démerdez-vous. 6ème position, les meilleurs films avec John Travolta. Blowout. Et non, Blowout. Carré. non. Et c'est Carrie, effectivement. Ah, Carrie, On oublie- putain, bah oui. Ouais, On c'est oublie un, qu'il y a c'est John l'autre. Travolta dans Carrie, ouais. Ouais. 5ème Ah, position. C'est bizarre ça. Les meilleurs films se déroulant pendant les années folles. C'est quoi les années folles? C'est corruptible. Ouais, c'est les Incorruptibles, effectivement. Ouais. Les années 20. Ouais, mais je savais pas qu'on les appelait ça les années folles, tu vois. Donc il est combienième celui-là? Pas très il est fort en anime. 5ème, les Incorruptibles. Ok. 4ème position. Les meilleurs films. Putain, liste de merde. Hein. Les meilleurs films étranges. Quoi? C'est nul à chier. Quoi, tu sais pas quoi dire? Outrage du coup. Non, L'esprit de Cain. non. Les meilleurs films. Meilleur film étrange. De Palma. Ouais. Phantom of the Deux Paradise. sœurs? Phantom of the Ah, Paradise. Phantom of the Paradise. effectivement. Oui, bah oui. 4ème C'est position. très étrange. Très étrange. Un peu, faut avouer quand même. C'est un peu étrange. 3ème Oui. position. Les meilleurs designs sonores. Blowout. Bah, Blowout, Ah, effectivement. Blowout, Bah oui, tout à c'est fait. littéralement le propos du film, c'est vrai. À la 2ème position. Ah, là, ça va se Là, tataner. ça se joue. On sait très Ah, bien c'est entre là, quoi ça ça se se joue. Voilà. Ça se joue entre Black Dahlia et Domino là. Ah, sûrement. Ouais. Ah, clairement. J'ai où casser les couilles. Les meilleurs films Scarface avec, premier. Et les l'impasse. meilleurs films Un avec film des avec Al anti- Pacino. C'est Ouais, un film- ouais. alors, les deux sont un film avec Al Pacino. C'est fou ça. Oui. Ouais, c'est Ouais. ouf. Hein. Incroyable. Faut juste Allez, deviner la l'impasse, deuxième. décennie. L'impasse Juste deuxième. deviner. Et non, l'impasse est premier. Ah, bah ouais. Scarface, alors. Ok. Scarface, d'accord. Ok. Et voilà, c'est. Bon, le top est ça. pas dégueu, ça va. J'aurais Ça va. pensé Scarface premier. Mais... T'as bien Ouais, par contre, ouais, il y a je suis étonné. Outrage, Je suis étonné. l'Esprit de Cain. Si, alors Outrage est 11ème. Bah, Esprit de 15, je suis pas étonné. C'est quand même. Et faut que je Outrage, pense ouais, que c'est ouais, moins ouais, L'Esprit de populaire. Cain, c'est un top 15 et l'Esprit de Cain n'est pas dedans. C'est, Ah, j'aurais peut-être mis Michel Outrage Tumark. à la place de Snake Eyes, tu vois, par exemple. Au moins à la place de Snake Eyes. j'aurais Mission pas to Mars, forcément c'est mis dans le- 14ème quand même. Hein. Ils ont mis leur front de mettre Ah Mission ouais, to Mars. il est haut quand même. Ouais. Ouais, il est très très haut là. Hein. Waouh. Ouais, Et waouh. le effectivement. texte déroulant de Star Wars, il est où du coup? Le Alors, clip il est de Bruce premier. Springsteen. Il est Oui. où Il est sur un, Il est où C'est vrai, il est sur un t-shirt. Il est sur un t-shirt. Donc ça c'est bon, donc c'était le top des meilleurs films de Brian De Palma. Et on va passer aux recommandations. Manu, ta recommandation, comme ça tu peux la balancer si tu veux et partir directement. Ma recommandation, c'est que tout le monde m'attend d'or saison 2, donc c'est la même qu'il y a 4 semaines, je pense. Parce que maintenant, c'est fini. Alors, je peux confirmer que vous n'avez pas besoin de mater Rogue One derrière, parce que je l'ai fait, et ça change pas que le film, c'est pas bien. D'accord, Ah, ok. ok. Et le film, c'est Ah, toujours c'est pas bien. intéressant, Mais par Andorre, c'était vraiment très bien, et la saison 2 particulièrement est assez, assez dur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Vous imaginez bien, ils ont mis 3 saisons en une seule, et c'est que des gens qui, de toute façon, sont dans la résistance avant la bataille de Yavin, donc il y a beaucoup qui vont pas survivre, quoi. Mais vraiment, poétiquement et scénaristiquement et dans la prod, ça dépasse tout ce que Star Wars a fait depuis très longtemps. Très très longtemps. Merci Je Manu, merci encore d'avoir recommandé Andorre saison 2. Ça va être un running gag ça aussi. Marvin, de ton côté. Moi, c'est pas compliqué, c'est un truc vraiment simple que vous pourrez tous trouver. C'est un documentaire en fait qui est sorti, qui a été édité
chez Carlotta et qui est réalisé par Jack Paltrow et Noah Baumbach. Et c'est le Ah oui, documentaire de Palma, en De fait, tout Palma, ouais. simplement. Voilà. Effectivement. Parce que, en fait, j'ai vu beaucoup de documentaires sur des réals et très souvent, c'est un peu chiant et Plan-plan. ça rebat Ouais. des trucs qu'on connaît déjà. Et celui-là est vraiment, pour le coup, vraiment un peu atypique, on va dire, à l'image de Palma, quoi. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, mais si vous voulez avoir un bon résumé de qui est le réalisateur, mais surtout qui est la personne de Palma, ça dure un peu moins de 2 heures, il me semble. Et Ouais. c'est dispo. Alors, je pense que c'est trouvable en VOD chez Carlotta. Ouais, Peut-être bien qu'en sûr. Ouais. physique, il existe encore. Mais voilà, il y a un documentaire qui s'appelle tout simplement De Palma, qui revient sur un peu son histoire, mais surtout sur ses influences, sa mise en scène, sur sa carrière et un petit peu son downfall aussi, hein, d'une certaine manière. Donc voilà, c'est un documentaire qui s'appelle tout simplement De Palma et qui est vraiment, pour le coup, super intéressant, quoi. Qui est sorti en 2018, il me semble d'ailleurs. Voilà. Sorti en Si je dis pas. 2018, c'est Ouais. édité chez Carlotta, ouais. Et il y a l'interview aussi de l'entretien entre Noah Baumbach et De Palma sur YouTube Ouais. concernant Blowout aussi. Qui est Ouais. dispo, qui Et est 45 minutes dessus. sinon, il y a un truc très bien en complément avec ça. Si vous avez le. Alors, je sais pas, je crois que c'est à partir du 4K de l'édition anniversaire de Scarface, où il y a une espèce de table ronde de masterclass avec tout le casting qui est là. Ok. Qui revient sur la jeunesse de Scarface, sur la manière dont ça s'est fait, qui est vraiment super aussi, quoi. Donc, en fait, en général, tout ce qui se raconte sur le cinéma de De Palma, très souvent, c'est assez intéressant, quoi. Donc ouais, voilà. Oui, parce qu'en plus il détaille bien. Il est pas, c'est pas de Ouais, l'esbrouf en fait. lui, Hein. enfin, il est super intéressant quand il parle de ce qu'il Ah fait, quoi. ouais, Donc, ouais, il est super bien. voilà. C'est un bon Ouais. client. Mm. Très très bon client. Mathieu, de ton côté. Alors, je vais faire une toute petite auto-promo, mais qui reste liée à Mission Impossible, parce que si vous êtes un petit peu intéressé aux adaptations de films en jeu vidéo, au moment où j'ai fait une interview de Hubert Chardot autour de The Devil Inside, on est revenu sur pas mal d'anecdotes autour de la création du jeu vidéo Mission Impossible, qui avait été développé en parallèle avec le film, et donc Ouais. qui donne pas mal de détails de production assez croustillants autour de tout ce qui a été fait à l'époque chez Infogrames. Donc voilà, si vous voulez y poser une oreille, voilà, surtout n'hésitez pas. C'est plutôt rigolo. Le mec est vraiment pas avare en anecdote, donc ça marche plutôt bien. Il est plutôt cool à écouter. Et sinon, actuellement, grosse surprise pour moi au niveau jeu vidéo, parce que j'ai craqué pour un jeu qui normalement n'aurait pas dû être pour moi, qui s'appelle Labyrinth of the Demon King. Donc, qui est un dungeon crawler qui s'inspire très fortement des jeux PS1 en termes de design, mais avec une direction artistique qui est vraiment assez propre, justement, donc ce qui permet de passer un petit peu au-delà de tout ça, avec une grosse influence aussi du survival horror et du folklore japonais. Donc on a une grosse influence de Silent Hill, pas mal de clins d'œil aussi à Resident Evil et à des jeux un petit peu de cette catégorie-là de l'époque de la PS1, mais avec un système entièrement en 3D. Donc un pur gameplay d'exploration dans des catacombes, parce que le but est de venger l'esprit de son maître qui a été assassiné par une entité. Et donc on a vraiment cette imagerie très japonaise, mélange entre samouraï et vraiment du film de fantôme assez cracra, avec des cinématiques volontairement très granuleuses, très Mm. torturées, et assez gore. Alors le gameplay, donc, il repose sur du contre, sur du bouclier, sur des coups de savate et puis des coups de sabre que tu vas retrouver au fur et à mesure pour améliorer ton stuff, ton énergie, etc. Ça fonctionne relativement bien malgré un gameplay peut-être un petit peu raide, mais pour moi c'est complètement sauvé par l'ambiance qui vraiment te plonge complètement dedans. Il y a un format d'image 4 tiers vraiment volontairement placé comme ça pour t'immerger complètement dans les donjons. Mm. Et donc on a toute cette imagerie qui renforce l'immersion, vraiment l'ambiance et tout. La BO est assez cool, très influencée encore une fois de Yamaoka et de Silent Mm. Hill, notamment du 1 et du 2. Donc ça coûte en ce moment à peu près 16 € sur Steam. Il y a une démo si vous voulez un petit peu Testé, ouais. vous tenter l'expérience. Et c'est disponible aussi, je crois, sur console, notamment sur Switch. Donc n'hésitez pas voilà, à y jeter un œil. Enfin, moi vraiment, j'ai plongé dedans. C'était pas trop mon style, mais j'adhère beaucoup Et rappelle au jeu. juste le nom du jeu. Labyrinth of the Demon King. Labyrinth of the Demon King. Ok. Super. Merci Mathieu. Merci pour vos recommandations. Et on va pouvoir finir l'émission. Merci Marvin, merci Manu, merci Merci à vous. Mathieu. N'hésitez pas aussi à Merci, écouter merci. les autres podcasts Retour à Turfu, le début, la fin, toujours sur The Last of Us. Et ça y est, on va le faire.
Je vous assure, The Pit. on va le faire. The Pit, bah oui, ça fait 6 mois, bordel. 6 mois, bordel. Il va être fait donc enregistré avec Manu et les filles. Ça devrait arriver d'ici 2 semaines, grand max. On a aussi lancé un autre podcast aussi. Alors, il y a, je le supervise, mais il fait partie d'un petit peu de la maison Retour à Turfu. C'est le podcast Télé Brioche. J'en ai déjà un petit peu parlé. Le podcast sur les émissions du PAF. Et qui est disponible là actuellement. Il y a 2 épisodes. Alors c'est sur le Morning Live et le deuxième épisode c'était L'amour est dans le pré. Voilà. Donc pour ceux qui aiment vraiment le cringe, vraiment l'aspect vraiment cringe du PAF, c'est le moment. Et puis même le moment aussi les meilleurs best-of, les trucs comme ça, les anecdotes, toutes les anecdotes et un peu l'analyse autour de ça. Bah vous pouvez écouter, c'est disponible, c'est sur toutes les applis de podcast, donc Télébrioche. Et Marvin de ton côté, Hcast, je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Hcast, moi, à titre perso, j'ai eu beaucoup d'occupations dans ma vie personnelle. Oui. En fait, que je n'ai plus faire que Pic Cinéma ces dernières semaines. C'est Donc, terrible. il y a un épisode de classique de Hcast qui a été enregistré. Voilà, je leur ai dit, partez sans moi, je vais vous ralentir. Donc, voilà, ils sont partis enregistrer sur Happy Days Happy oui. Together. Happy Together. Happy Days, pourquoi Days. pas, après tout. Tiens, je voulais pas Mais ça Franzi va, dans ça Hcast, mais Ça marche. Happy Together de Wong Kar-wai. Donc il y a Flo et Erwan qui ont peut-être déjà enregistré ou alors c'est imminent. Voilà, je crois que c'est le premier. Ah non, c'est le deuxième Wong Kar-wai qu'on fait puisqu'on avait fait The Grand Master. Hein, c'est le deuxième épisode. Par contre, moi de mon côté, je vais 6 épisodes de rejoindre- Wong Kar-wai. je vais rejoindre mes copains du podcast Sparring qui avaient anciennement le média Café Crème Sport, voilà, qui était beaucoup consacré au sport de combat, au MMA, pour parler de films chez eux, puisqu'ils ont un format qui parle de cinéma maintenant. Donc on va enregistrer un épisode sur Warrior, voilà, Warrior de Kevin O'Connor. Voilà, j'avais déjà écrit un truc sur écran large à l'époque là-dessus. Un film que j'aime bien, et je pense que c'est prévu que bientôt on débriefe le fameux film de Cyril Gann qui arrive sur Netflix qui s'appelle K.O. Et ça a l'air extrêmement drôle. Donc voilà, il va y avoir ça là bientôt. Là. Mais c'est où ça, quel podcast du coup? Alors à la base c'était Café Crème Sport et ils se sont renommés Sparring, voilà, puisque Ok. ça a changé de maison. Ça a changé de maison. Ok, donc Sparring. Mais Rubrique cinéma, bien sûr, Marvin Montes, on l'appelle. Pour la il y a bague. une rubrique cinéma qui font de temps en temps, donc Ouais, quand on me demande de venir, je viens. Bien entendu. Comme un peu Batman avec son symbole dans le Exactement, ciel, il arrive. Voilà. d'ailleurs, il y aura un Schumacher cut. Waouh, Ouais, Ouais, mais non, en mais. pour Batman. Ouais, non, c'est complètement Mais fou. ça se trouve c'est mieux. Hein. Peut être que mieux. C'est hein. possible, carrément possible. Manu, j'ai vu du X-Files au coin pop. Ouais, le podcast saison 11 est sorti. Donc, sur la dernière saison d'X-Files pour l'instant. Le dernier souffle. Avant un mortifère. éventuel revival de Ryan Coogler dans le futur. Au final, d'ailleurs, Guigui m'a dit je t'ai entendu dans Pic Cinéma dire qu'on allait le sortir bientôt. En fait, j'avais prévu de le sortir en septembre. Et du coup, il l'a sorti. Oh, le coup de presse. Tu vois quel influenceur. Le coup de Il met des presse. coups de pression de start-upper Voilà. un peu en mode non, mais ça se C'est lui le pire. Non, mais au C'est- final, ça y allait de le sortir maintenant. Et sinon, on a une interview de Jeff Russo sur le cadran pop qui est compositeur sur un certain nombre de séries Star Trek, mais pas que. Il a fait Fargo, Légion, Counterpart, un certain nombre de films aussi. Donc C'est bien. Rien à voir avec les frères Rousseau, on est d'accord. Hein, Non, c'est- non, rien à non, voir. compositeur bien installé. Ouais. Je sais. Super. Bon, mais merci beaucoup Manu. Et merci encore à vous pour le soutien sur Patreon. Donc n'hésitez pas à donner, comme je disais, 5 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros. On remercie Rodolphe qui a rejoint la team Shitlist Plus. Et bien sûr le Hall of Fame. On remercie Sam Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Will Stitch, Jérémy Courtement, Jonathan Cassès, Albert, The Griff Keeper, Rustin Blood, Invitator Trolligator, Igrandi, Cam, Angelo, As, Nicolas, Julien, Somanette, Stacano, Eduardo Cruz, Miss JGTG, Manu Landwood, Pierre MSD, François, bien sûr le tueur. Et Rogue One ne mérite pas la shitlist de Nico. Mais en fait, si. Mais en fait, si. C'est terrible. Arrêtez de donner 10 euros. Ou continuez pour me fatiguer. Merci. Allez-y. Merci à vous en tout cas. Merci au chat d'être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup. Ouais. N'hésitez pas à suivre d'ailleurs la chaîne Twitch Pic Cinéma le podcast. J'ai vu quelqu'un qui avait été interloqué en disant mais ce n'est plus shitlist ici, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis perdu. Et non, effectivement, il y a eu un rebrand. D'ailleurs, je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que shitlist est mort et qu'en fait, il n'y a rien derrière. Bon, pour ces personnes-là, on arrive bientôt pour clôturer Shitlist pour dire viendez sur Pic Cinéma, bien sûr. On a dit c'était. Alors, mi-juin, il me semble, Ouais, ça le va dernier. pas tarder.
Ça va pas tarder, un dernier Le podcast. plus avec grand plein de cabaret du monde, version shitlist. Voilà, c'est ça. Et je serai le sosie de Patrick Sébastien. Pour cette soirée. Effectivement, c'est peut-être la prochaine. Un sosie C'est de plus. Voilà. Un sosie de plus. Avec la voix Très de bon Palmas. titre. D'ailleurs, très bon titre de film français, ça. Tu vois, vraiment l'homme, en fait, on le confond avec tout le monde. Tu vois, c'est l'histoire d'un mec. Ah qu'on oui, confond avec tout le monde. bien, bon pitch. Ah, ouais. Le sosie. Ouais, le sosie, voilà. Un peu une comédie Même qui si rendrait certains hommage à l'aiment Francis chauve. Weber, justement. Même si certains l'aiment chauve, c'est pas Ah, mal comme putain, titre. Avec Mais Eva certains Adams, l'aiment chauve, c'est aïe, pas aïe, mal. aïe, 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 aïe. Ça, c'est terrible, Ouais. ça. Putain, ça, c'est vraiment horrible. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour revenir sur 28 jours plus tard de Danny Boyle. Non, c'est vrai, ça. Ah, eh oui, où va-t-il arriver dans la picklist, c'est bien la question. Pixelema, le podcast @gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Bien sûr, notre Discord, vous pouvez échanger sur les séries, sur le cinéma, sur les jeux vidéo et en même temps vous embarquer dans l'aventure Marvel Rivals. Aussi. Différents types d'aventures. Vous avez la ride, toutes les rides possibles. Vous avez les rides parties rapides, tranquilles, ou les parties de PGM, j'ai envie de devenir le meilleur, qui sont terribles, qui sont absolument terribles, mais des fois, souvent, quand même, avec un peu de victoire, bien sûr, quand même. 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et bien sûr Podcast Addict. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous, ciao ciao. Salut tout le monde. Salut. Une question, tu coupes, Luc, j'ai l'impression. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.